Bonjour à tous. Bonjour à tous pour cette première rencontre extra du comité Net Entreprise d'Alsace qui vient tout fraîchement d'être créé. Je me présente, Sandrine Lemineur de la Caisse de congés payés du bâtiment. Je suis accompagnée de Didier Kuhn du JPMDS et de Lionel Muller de la CPAM du Bas-Rhin pour vous présenter aujourd'hui l'essentiel de la DSN pour toutes vos collectivités. Je vais laisser la parole à Didier et pour lesquelles nous allons faire 3 grandes présentations de la DSN pour vous accompagner et vous sensibiliser à la date du 1er janvier 2022. Merci Didier. Merci Sandrine, bonjour à tous. Donc alors quelques petits éléments techniques. Si vous avez un problème avec le son, au-dessus de la petite barre question sondage, vous avez une petite phrase des problèmes avec le son ou la vidéo et un point d'interrogation. Vous cliquez dessus, vous faites rafraîchir la page, généralement ça suffit, surtout si vous utilisez un support Chrome. On est bien évidemment, le comité régional regroupe, comme le disait Sandrine, l'ensemble des organismes de protection sociale qui sont présents sur votre territoire. Et du coup, beaucoup sont derrière ce qu'on appelle en back-office pour répondre aux questions que vous allez pouvoir poser. Donc, on va essayer de faire la présentation en 3 parties le plus rapidement possible, garder un petit peu de temps pour faire des réponses à certaines questions en direct, sinon les autres seront accessibles dans un replay auquel vous aurez accès à la fin de cette présentation. Et comme nous aurons, pour ceux qui se sont inscrits avec leurs adresses mail, on aura la possibilité de vous répondre en direct, voire même d'intervenir en direct. Donc je vais démarrer la première partie. Pour des raisons pratiques et pas du tout par timidité, je vais couper ma caméra pour garder un maximum de bande passante pour la présentation. Mais sachez qu'on est, là, on vous entend, on vous lit et on va dérouler cette matinée de façon à vous accompagner le plus sereinement possible vers votre entrée dans la déclaration sociale nominative. Alors, on démarre. La première question que beaucoup se posent encore, c'est pourquoi la DSN? Alors, la DSN, c'est pas la volonté d'un groupe de personnes dans leur coin qui se sont dit ah bah tiens, si on inventait un truc. C'est le législateur qui, à la suite des assises de la simplification qui ont lieu en 2011, a bien entendu l'ensemble des déclarants et des employeurs qui disaient mais attendez, nous à 95%, la plus grande difficulté qu'on rencontre, c'est le nombre de déclarations sociales, la quantité d'intervenants qu'on a en face de nous et surtout la diversité des échéances et des modalités déclaratives. C'est vraiment ce qui nous pose problème aujourd'hui dans notre métier. Donc il y a une loi qui a été publiée en mars 2012, on l'appelle la loi Warsmann puisque c'est le député qui l'a portée, qui est relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Alors dit comme ça, comme tous les titres de loi, c'est un petit peu abscon. Donc du coup, il a été décidé de créer un principe. Ce principe, vous en avez tous entendu parler, c'était dites-le nous une fois. L'idée, c'est qu'à partir du moment où un employeur a transmis une donnée une fois, l'ensemble des organismes et des administrations ne doivent plus avoir à lui redemander, mais doivent pouvoir y avoir accès. Ça démontre, ça part d'un bon sentiment, puisque l'idée, c'est d'alléger la charge pour les employeurs, et puis d'améliorer globalement l'ensemble des droits sociaux, puisque dans le même temps qu'on avait ces assises de simplification, on se rendait compte effectivement que pour beaucoup, on avait un nouveau concept, alors c'est pour ça que j'hésitais un peu, je ne sais plus comment l'appeler, mais c'était le principe de personnes qui ne demandaient pas les droits qu'elles avaient droit, justement. C'est-à-dire, effectivement, soit parce qu'ils n'étaient pas informés, soit parce que c'était mal calculé, soit parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Et donc, du coup, d'un côté, il fallait alléger pour les employeurs, et de l'autre côté, il fallait élargir le nombre de personnes connaissant leurs droits et pouvant l'exercer. Alors, pour ce faire, on a opté pour une transmission dématérialisée de données, mais qui sont mensuelles, en un flux unique, sécurisé. Ce que vous envoyez dans le cadre de la DSN n'est pas lisible par un humain. Il faut que ce soit une machine, effectivement, qui soit en capacité de le lire, parce qu'il faut traduire, puisque c'est un flux de données. Il était nécessairement
le prolongement naturel de ce qui figure sur le bulletin de paye, c'est-à-dire que vous avez déjà une grande compétence dans ce domaine complexe qu'est le domaine de la paye et de la protection sociale. Donc vous avez cette action de réaliser la paye tous les mois, et l'idée c'était d'en profiter, d'être dans la suite logique de ces payes. C'est obligatoirement un allègement, voire la suppression de certaines démarches, et on verra un peu plus tard que beaucoup de démarches ont été effectivement supprimées. On s'est rendu compte, en faisant les travaux préparatoires, que par exemple, une donnée que vous transmettiez à l'assurance maladie, le séparateur décimal, c'était la virgule. La même donnée, par exemple le salaire mensuel d'un individu, cette même donnée transmise à la caisse de retraite, le séparateur décimal, c'était le point. Donc simplement parce que les deux systèmes informatiques n'étaient pas bâtis de la même façon, on vous obligeait à faire 2 déclarations, et puis bien évidemment, on s'arrangeait pour que ce soit à des dates différentes, de façon à ce que chacun s'assure qu'il n'était pas oublié. Mais du coup, le fait de passer par une seule déclaration, un seul flux, l'idée c'est de fiabiliser les informations, d'avoir effectivement une seule source d'information, et que cette information serve aussi bien au recouvrement des cotisations qu'au calcul des droits, et bien évidemment à leurs ouvertures, puisque de toute façon, les cotisations ne servent qu'à ouvrir des droits pour les agents, les salariés, c'est-à-dire financer la protection sociale. Et du coup, en ayant ce mode de fonctionnement, à l'arrivée, on voudrait que le calcul soit plus rapide, aussi bien pour les droits que pour les prestations, et effectivement qu'il y ait beaucoup moins de difficultés de remettre les droits en face des individus, alors même que chaque mois, les cotisations et les prestations sont calculées. Donc c'est, en résumé, c'est une mesure qui est portée par les pouvoirs publics. Pour le législateur, en dehors de ce que je vous ai déjà donné tout à l'heure comme objectif, il y avait aussi surtout celui d'avoir des politiques publiques qui soient plus proches des besoins. Normalement, jusque-là, quand on voulait mesurer l'utilité d'une décision politique, d'un dispositif mis en place, on avait entre 18 mois et 2 ans de délai avant que les remontées soient faites de la part des entreprises, les calculs faits, et qu'on sache effectivement si ça marchait ou pas. Avec la déclaration sociale nominative, puisqu'on a les salaires mensuels nominatifs, on est dans la possibilité de renseigner le législateur ou de renseigner ceux qui sont en charge du suivi ou de la mise en place et de l'adaptation des politiques publiques dans un délai inférieur au trimestre. Alors c'est possible parce qu'on a choisi la voie de la dématérialisation, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir des déclarations papier et de les faire transiter par la poste. Et là, en plus de la dématérialisation, de poser le principe de la simplification. En français, en bon français, on se dit toujours, simplifier, ça va être faire moins. Or là, c'est pas faire moins, c'est faire autrement. C'est-à-dire qu'on bascule effectivement d'une politique de déclaration déclarative. On vous demande régulièrement de faire des déclarations, de les adresser aux gens qui en ont besoin. On le transforme en une politique de suivi au quotidien quasiment, donc de suivi mensuellement, et donc d'avoir une différence d'approche relativement importante qui permet d'un côté de sécuriser et de mettre à jour rapidement les droits à prestations, et donc de calculer les cotisations. En même temps, on a des données qui sont fiabilisées et mieux maîtrisées, puisqu'elles sont saisies une seule fois et elles sont issues de la paye, et puis une charge de travail qui est diminuée, lissée à l'arrivée, au moment où ça fonctionne effectivement, on pourrait dire en DSM ce qu'on appelle presse-bouton, c'est-à-dire que quand vous avez fait la paye, et quand la paye est bonne, on considère que la DSN est bonne, puisque c'est la suite logique, il n'y a plus effectivement qu'à l'envoyer. Alors c'est effectivement facile à dire et facile à mettre en place quand on a des plans de paye simples. C'est un peu plus compliqué quand on a des plans de paye qui sont complexes, ce qui veut dire qu'on a besoin d'un temps de préparation, de paramétrage, de mise en situation, et c'est ce qu'on va vous expliquer dans les diapositives qui suivent. La DSN dans la fonction publique, ça fait suite effectivement à son déploiement dans le régime général, dans le régime privé, qui est déployé depuis 2017. On a aujourd'hui, chaque mois, plusieurs dizaines de millions de lignes de salaire qui, tous les mois, rentrent dans le système et qui se mettent en place. La généralisation de la DSN donc, va s'achever en janvier 2022, c'est la loi ESSOC qui le précise. C'est à ce moment-là que l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut,
verront les cotisations et les ouvertures de droits transiter par le système de la déclaration sociale nominative et par ce flux mensuel accompagné de ces signalements. En résumé, la déclaration sociale nominative, son objectif principal, c'est la modernisation de la délivrance des prestations sociales. Les données, qu'est-ce qu'on appelle effectivement la délivrance des données sociales? C'est l'acquisition des données qui servent à l'examen des demandes de prestations, mais ces données-là doivent être contemporaines, c'est-à-dire au plus proche de l'activité et de la rémunération, pour par exemple que le calcul des aides au logement soit le plus juste possible et au plus près de la situation réelle des intervenants, enfin des ayants droit, des bénéficiaires, et sachant qu'après les aides personnalisées au logement, d'autres prestations sociales vont être calculées sur le même mode, avec une contemporanéité des données qui permet, et d'une, d'assurer l'aide à laquelle les individus ont le droit au moment où ils en ont le droit, et que cette aide cesse à partir du moment où le droit est levé, mais cesse le plus rapidement possible, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'indus et ce qu'il n'y ait pas des demandes de remboursement légitimes qui soient portées par les organismes qui les ont délivrés, simplement parce que la situation a été mal connue à ce moment-là et risque de mettre en difficulté des gens qui n'ont pas besoin de ce type d'intervention pour déjà avoir des fins de mois qui sont compliquées, puisque les calculs des droits sont des droits pour aider effectivement ceux d'entre nous qui en ont besoin. Et puis, l'autre versant de l'opération, c'est des données qui vont être restituées sur un portail qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv.fr. Là, je vous invite à vous abonner à ce site, à aller vous y promener, à les découvrir. Chacun ne peut y voir que les données qui le concernent, mais chacun d'entre nous peut voir toutes les données qui le concernent, qui transitent par la DSN. Et donc, du coup, peut vérifier que les données transmises aux caisses de retraite sont les bonnes, qu'il n'y a pas d'interruption, que les données qui servent au calcul de ces droits sont les bons, il n'y a pas d'interruption, voire peuvent détecter une anomalie, un manque ou un problème, et il y a l'opportunité donnée sur mesdroitssociaux.gouv.fr à l'individu de faire remonter une demande d'information en disant ben, « moi je détecte une différence avec ce que je connais et ce que je vis, ou je détecte un manque, je détecte une anomalie ». On la renseigne sur cette remontée, on met des éléments, et c'est ensuite, si c'est justifié, cette demande de modification remonte jusqu'à l'employeur de façon à ce que la modification puisse être faite. L'autre élément fort de la déclaration sociale nominative, c'était de mettre en place le prélèvement à la source. Aujourd'hui, la déclaration sociale nominative emporte tout ce qui est nécessaire, y compris, alors tout d'abord, pour faire effectivement le prélèvement à la source, mais aussi pour récupérer toutes les données pour que la déclaration pré-remplie soit mise à disposition, puisque le système de prélèvement à la source est toujours un système de prélèvement en amont de la déclaration. La déclaration est faite, le calcul est actualisé, et effectivement, vous avez la déclaration de revenus, la déclaration d'impôt sur le revenu qui vous est transmise à l'échéance habituelle. La DSN, c'est un système qui est en constante évolution. On est parti du principe de dire on fait la DSN d'abord pour 90% des cas des individus. Ensuite, on l'a monté à 95. Au 1er janvier 2022, ce sera 100% des individus salariés, des salariés dont les revenus transiteront par la DSN. Mais du coup, on s'aperçoit que beaucoup d'autres procédures qui demandent des données de la paye, qui demandent des données sur l'individu au niveau des revenus, pourrait être substituée par la DSN. On a par exemple la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés qui, cette année, devient obligatoire dans la DSN pour le secteur privé. En 2023, pour vous, dans le secteur public, pour le calcul et la déclaration et le calcul des effectifs. Et puis en 2024, pour la collecte des cotisations. On va avoir aussi la déclaration et le paiement de la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage en 2022. Et d'autres procédures, là, ce sont celles sur lesquelles nous travaillons en ce moment, de façon à les déployer l'an prochain. Mais il y a beaucoup d'autres demandes qui sont en cours d'étude, de façon à savoir comment on peut les intégrer. L'idée, c'était de permettre de fiabiliser les déclarations au plus près de leur émission.
mais dans un système automatisé. Style mode échange de données, l'idée n'était pas de recréer un nouveau bousin ou un nouveau millefeuille avec une quantité astronomique d'éléments à fournir et à mettre en place. Donc d'avoir quelque chose qui s'automatisait et qui permettait d'être une vraie simplification. L'idée de transmettre dans ce système automatisé, c'était des éléments de la situation, soit sociale, soit fiscale des employeurs, pour permettre le calcul des cotisations, et puis surtout que des réponses aux incohérences ou aux anomalies qui étaient détectées puissent être apportées facilement. L'objectif visé était des gains de gestion et de productivité pour les organismes de protection sociale, bien évidemment, pour les employeurs et aussi pour les administrations qui utilisent ces données sociales ou fiscales. Si ça n'avait pas aussi utilisé dans le monde politique, on pourrait effectivement utiliser le gagnant-gagnant. Mais c'est vraiment le mode de fonctionnement qui a été choisi pour la mise en place de la DSN. Et du coup, la simplification pour les employeurs porte sur le fait qu'ils n'ont plus qu'une seule déclaration à effectuer pour remplir l'ensemble de leur déclaration sociale. D'ailleurs, dans déclaration sociale nominative, il y a peut-être une petite erreur, puisque on est dans la situation assez particulière d'appeler ça une déclaration, alors que ce n'est pas une déclaration, puisque c'est un flux qui se fabrique à la sortie de la paye. Donc, il n'y a pas une nouvelle déclaration à faire. Mais le principe de base retenu étant une déclaration pour les remplacer toutes, la déclaration sociale nominative était celle qui en amenait le plus de données. Alors, à ce niveau, est-ce que vous avez des questions? Pour l'instant, vous ne les avez pas posées dans le système, donc j'en déduis que les éléments que j'ai pu vous présenter étaient suffisants. En même temps que je vous parlais, on a publié un premier petit sondage, donc vous avez une question, vous allez en avoir 3 dans la série, donc ça nous permet à peu près d'identifier aussi les personnes qui sont avec nous. Donc si vous avez la gentillesse de répondre, ça serait parfait. Et je vais donc pour la deuxième partie laisser la place à Lionel Miller, qui va pouvoir vous présenter la suite de cette présentation. Lionel, si tu peux prendre la main, ouvrir ton micro et prendre la main pour la suite. Je pense que sur le clavier, tu peux passer les diapositives. Alors, je vais... Sinon, je les passe, hein, si tu n'y arrives pas. C'est bon, j'y suis. Parfait. Donc, découvrir la DSN. Alors, en fait, ce projet commun a un coordinateur, c'est le GIP MDS, pour Groupement d'intérêt public pour la modernisation des déclarations sociales. C'est lui qui organise et qui mutualise en fait les moyens pour mettre ensemble tous les organismes de protection sociale autour de la DSN. Il a bien entendu en place de nombreux ateliers qui ont permis de mettre ensemble les éditeurs, les représentants des employeurs et des comptables. En parallèle, plusieurs instances se tiennent régulièrement et qui regroupent les organismes de protection sociale que sont la Caisse des dépôts et de consignation ou la COS, la DGFiP et bien sûr les fédérations des organismes complémentaires. La DSN repose sur 4 grands principes. Étape de traitement de paye. En effet, au moment où la paye a été réalisée. C'est donc un sous-produit. Et c'est en fait géré grâce à des logiciels qui sont compatibles. Il faut bien faire attention au deuxième principe, qu'elle est réalisée à partir du qui gère Lionel, excuse-moi de t'interrompre. Le son est assez haché et je pense que plusieurs personnes sont intervenues parce qu'ils n'entendent pas trop bien. D'accord. Il y a beaucoup d'écho. Est-ce que ça va mieux C'est possible de... Du coup, est-ce que vous m'entendez mieux? On t'entend au fond du bureau, là. Du coup, Didier, qu'est-ce que tu veux? Je reprends la suite ou tu reprends?
Oui, 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 on fait au mieux et bien évidemment, je suis à dispo pour reprendre au moment où tu le souhaiteras, mais c'est quand même plus agréable pour les intervenants si on alterne les voix des intervenants. Donc, si Ok, prends très la bien. main Bah, quand écoute, tu le veux et tu me la redonnes quand tu le souhaites, il n'y a euh, aucun souci. Et très dès bien. que Je te Lionel remercie. revient avec une qualité de son, eh ben, il reprend la main. Très bien. Par contre, je veux bien que tu passes les diapos. Donc, merci. Excusez-nous pour cette coupure de son. Je vais reprendre la suite sur découvrir la DSN. Donc, comme le disait très bien Lionel, il y a 4 grands principes. Il s'agit du traitement de la paye, le reflet en fait de la situation de vos agents au moment de la paye. Et puis, c'est un sous-produit. La DSN, c'est un sous-produit de votre paye. Il va être généré par votre logiciel de paye. Bien sûr, il faut que tout ça soit compatible. Donc, il faudra vous rapprocher de vos éditeurs de paye. La DSN, elle est réalisée au niveau du SIRET. Ça, c'est vraiment très important, pour lequel vous devez être rattaché à l'agent administrativement. Que vos agents soient rattachés. Le lieu de travail, en fait, ne définit pas la maille déclarative. Donc, c'est vraiment le SIRET qui crée le lien pour envoyer la DSN. La suite. Alors, oui, je voulais juste préciser, à ce niveau, c'était intéressant que ce soit Lionel, effectivement, M. Muller qui présente, et c'est pour ça qu'il avait attrapé la présentation, c'est qu'en réalité, ce qu'on vous invite, c'est à utiliser un SIRET, mais de vérifier que ce SIRET est déjà identifié auparavant, vérifier que ce SIRET est bien identifié auprès de l'URSSAF comme un compte cotisant, de façon à ce qu'il n'y ait pas de délai entre le choix que vous allez faire, qui sera le plus pratique pour vous, et comme vous le disiez Sandrine, généralement c'est celui qui gère administrativement l'agent, et pas fort, parce qu'on peut avoir sur un même territoire, dans une même collectivité, plusieurs SIRET, et comme on doit faire une déclaration par SIRET, l'idée c'est de choisir un SIRET qui va faire les déclarations pour l'ensemble du personnel, quel que soit leur lieu de travail, parce que le lieu de travail ne définit pas cette maille déclarative. Donc, si vous avez la moindre question, le moindre doute, vous n'hésitez pas à vous rapprocher de votre URSSAF, qui va parfaitement pouvoir vous aider à définir quel est le bon SIRET, et si vous l'avez déjà choisi, vous confirmez que ce SIRET est déjà un compte cotisant. Excuse-moi, Sandrine. Ah non, mais merci de compléter. C'est même bien mieux de faire une présentation à 2 voix. Pour la suite, la DSN est transmise mensuellement. Alors aujourd'hui, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est vraiment les grands principes pour découvrir la DSN. Il y a des choses que vous savez déjà. Donc, la DSN, elle est transmise mensuellement. Les organismes de la protection sociale reçoivent les informations. L'idée, c'est d'avoir 2 échéances en fonction de vos effectifs. Donc, ça sera le 5 du mois suivant midi maximum pour les établissements mensuels de plus de 50 agents, avec un versement des traitements à la fin du mois, M, ou alors le 15 du mois suivant pour tous les autres. Les messages retours que vous avez sur les tableaux de bord au niveau de la DSN, les retours d'informations servent au suivi ainsi qu'aux corrections qui sont nécessaires dans la DSN du mois, mais aussi dans les mois suivants. Je ne sais pas si pour vous c'est parlant, mais donc au niveau du système informatique, vous avez le déclarant, donc comme Didier l'a précisé, qui est bien le SIRET. Vous avez tous les éléments de paye qui vont être transmis dans le flux de la DSN, qui vont être analysés pour faire une vérification des données dans un compte-rendu métier, alors qui est accessible soit dans votre système, votre logiciel de paye, soit sur Net Entreprise au niveau du tableau de bord.
Le tableau de bord, vous avez tous les éléments de contrôle par rapport aux organismes de la protection sociale, les URSSAF, tous les contacts que vous avez habituellement. Et là, il va y avoir un aller-retour sur les comptes rendus métiers pour vous identifier les blocs, parce que ce sont des blocs de correction qu'il faudra envoyer avec le flux suivant. Ça, c'est très important. Je ne sais pas si j'ai tout dit, Didier, si tu veux compléter. Si, mais c'est là que j'interviens aussi en souriant, parce que dans la présentation que vous avez, le petit schéma que vient de vous commenter Sandrine, c'est la situation complète. Or, dans beaucoup de cas, les comptes rendus métiers qui reviennent des organismes sont vides. On vous dit tout simplement, la déclaration que vous avez déposée est juste, est bonne, on a réussi à l'utiliser, il n'y a pas d'anomalie chez nous, il n'y a pas d'erreur, tout va bien. Donc la lecture des comptes rendus métiers, c'est indispensable de le faire chaque mois, vous vérifiez qu'il n'y a rien de spécial qui est arrivé, parce que il y a les erreurs et les anomalies que vous pouvez faire, bien évidemment, hein, on est tous humains, et que ce soit chez vous, chez nous, ou dans n'importe quel organisme professionnel, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine. Mais on n'est pas à l'abri non plus d'une micro-coupure électrique, d'un problème informatique quelconque qui fait que il y a un risque que la déclaration ou une partie de la déclaration soit corrompue. Et dans ces cas-là, effectivement, soit on vous demande de la redéposer, soit on vous demande d'apporter des corrections. Et ce que disait Sandrine, c'est important puisque à partir du moment où la DSN est déposée, enregistrée, on ne peut plus la changer. Par contre, on peut y apporter des corrections, mais tout comme vous le faites déjà super bien quand vous faites la paye. Hein. C'est quand je vous disais au début que vous faites déjà très bien le boulot, que c'est hyper complexe, que c'est carré, que la paye elle est correctement faite tous les mois, qu'il n'y a pas d'interruption dans les revenus des agents, c'est parce que vous êtes compétent et que ça se passe bien. Et du coup, la DSN ne crée pas de difficultés complémentaires. C'est simplement le tuyau qui existe entre vous et les organismes de protection sociale, donc le système d'arrosage, pour ces données qu'on change. Si on veut avoir une image. Donc, ce qui veut dire que quand tout se passe bien, en réalité, la déclaration sociale nominative, c'est quelques minutes de plus que la paye habituelle que vous faites, parce qu'il faut effectivement quand même faire le geste de dire oui, je veux l'envoyer. Et de temps en temps, quand il y a une situation particulière avec un agent, des modifications qui sont apportées. Dans les questions que vous posez, on va prendre 2 minutes à la fin de cette deuxième présentation pour y répondre, mais je vois bien toutes les questions. Et du coup, Sandrine, quand c'est toi qui présentes ou Lionel, les gens posent des questions. Quand c'est moi, ils préfèrent pas parce que ça doit être moins intéressant. Non, c'est parce qu'ils n'osent pas, en fait, quand c'est toi. Je vais poursuivre, mais comme le disait Didier, on voit vos questions et à la fin de cette deuxième partie, on va répondre à vos questions pour que ce soit bien tout dans un bloc et servir de synthèse. Donc, sur le slide que vous voyez à l'écran, il y a différents points pour bien se concentrer sur la DSN. Eh bien, il y a différentes périodes et événements que vous faites aujourd'hui. Tout ça, la DSN, en fait, elle va la remplacer. Hein, c'est vraiment un flux qui va permettre d'englober les différentes déclarations que vous faites aujourd'hui à quasiment tout. Alors là, je vais peut-être me faire… c'est à tous les organismes auxquels vous donnez des éléments de paye. Donc, comme on l'a dit précédemment, elle porte bien sur le mois principal, hein, qui est précédent, à déclarer le 5 ou le 15, comme on l'a vu juste avant. C'est un échange de données informatisé. Hein, c'est vraiment, on rentre dans le zéro papier avec des échanges d'informations sur des tableaux de bord qui sont disponibles soit sur votre logiciel de paye, soit sur le portail Net Entreprise dans le tableau de bord. Et elles sont transmises directement via vos logiciels de paye sur l'application DSN et redistribuées à tous les organismes. La DSN, elle est établie à partir de vos données de paye, donc c'est pour ça que c'est très important que vos données soient très
propre, hein, les numéros de SIRET, c'est vraiment le cœur de l'information. Et les échanges doivent toujours se faire avant midi, le 5 ou le 15. Sinon, effectivement, comme le disait très bien Didier, il va falloir faire des blocs de régularisation. Ça s'appelle des annules et remplaces si c'est avant le 5 ou le 15, ou des blocs de régularisation sur le mois suivant. Didier, est-ce que tu veux compléter quelque chose? Non, non, j'allais passer à la slide suivante qui complète déjà ce que tu étais en train de dire. Non, 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 c'est un rappel de ce qu'on avait dit avant, c'était complet. Ok, parfait. Donc, toujours à propos de la DSN, hein, donc on a bien dit qu'elle reposait sur deux types de flux, l'information mensuelle, hein, issue de votre paye. Donc, je me répète beaucoup, mais pour les personnes qui connaissent le principe, mais d'autres autour de cette présentation, ça va être nouveau. Donc, encore une fois, pour janvier 2022. Donc, les informations sont mensuelles à l'issue de votre paye. Et puis, tout ce qui touche à la fonction publique, les signalements d'événements aussi, tout ce qui concerne, tout ce qui touche au signalement d'arrêt maladie, tout ce qui va être aussi en lien pour certains contrats avec Pôle emploi, tout ça va passer par le flux de la DSN. On va bien évidemment avoir des contrôles qui seront effectués lors du dépôt de ces fichiers. Les contrôles bloquants peuvent exister. Et là, souvent, votre logiciel de paye va vous le signaler. Hein, vous aurez les informations sur ce premier niveau. Et puis, il y a d'autres contrôles qui sont peut-être non bloquants. Et là, la DSN va passer à accepter, mais vous aurez des notifications d'erreurs que vous pourrez corriger. Alors, toujours pareil, hein, pas de papier, mais corriger sur des blocs de régularisation sur les futurs échanges de la DSN du mois suivant. Donc, tout ça sera rattaché sur des périodes dans des blocs de régularisation. Oui, je voulais rajouter par contre à ce moment-là une information qui est assez importante pour le déclarant, c'est que c'est pas parce que c'est dématérialisé et que c'est derrière un ordinateur que vous êtes tout seul ou perdu. D'un côté, il y a effectivement les contrôles qui permettent de dire, les outils de contrôle DSN Valo qui permettent de dire ce que vous vous apprêtez à envoyer est lisible. Il y a des contrôles techniques qui consiste à dire mais si ce que vous nous envoyez n'est pas lisible, ou on a un problème avec, ou on rencontre un problème au niveau de l'injection, il faut recommencer, donc ça vous rassure sur le fait que c'est bien transmis. Et ensuite, il y a des contrôles entre parties de la DSN qui, par exemple, peuvent dire, si vous déclarez 50 agents et que l'ensemble des revenus est inférieur à 1 000 €, ça veut dire moins de 20 centimes chacun par mois, ça voudrait dire qu'il y a un petit problème, et du coup, on peut le relever. Donc, vous n'êtes pas tout seul non plus, en dehors des interventions dans les contrôles de métier, voire même des liens bilatéraux qui peuvent se mettre en place avec un fonds de retraite qui est derrière la CNCSR, la CNSRM, ou autre. Ou alors, si vous souhaitez les interpeller, vous pouvez toujours le faire. Les individus et les humains qui sont derrière chacun des organismes continuent à exister, sont toujours présents. Et surtout, parce que ça faisait l'objet d'une question, la DSN est obligatoire, son usage est rendu obligatoire par la loi, et l'usage des deux types de données dont vous parlez, Sandrine, est absolument indispensable. Et d'une, les données mensuelles, parce que ça permet de collecter les données qui vont permettre de calculer les droits, et de deux, les signalements d'événements, qui sont en réalité comme un petit post-it que vous nous envoyez en disant Monsieur Truc est en arrêt de travail à partir du 17, et pour une durée prévisible de 12 jours, puisque vous avez reçu effectivement son arrêt de travail. Et dans ce signalement d'arrêt de travail, on a tout ce qu'il faut, puisque dans les mois précédents, dans les flux précédents de DSN que vous avez adressés, on avait déjà les revenus. Donc on n'a pas besoin de refabriquer une déclaration, ce qui vous simplifie grandement la vie. Mais c'est effectivement le flux mensuel qui envoie toutes les infos, on les stocke, ceux qui en ont besoin, on leur donne, sinon on attend d'en avoir besoin pour les extraire dans le cadre de ces signalements, fin de contrat, ou alors dans cet élément.
Et donc, les contrôles sont aussi là pour vous rassurer sur le fait que ce que vous transmettez est de bonne qualité, lisible, utilisable. Après, ensuite, je vous disais, les contrôles métiers qui reviennent pour vous expliquer ou pour vous dire, pour telle personne, pour telle situation, pour telle période, on a besoin d'éléments complémentaires, on a besoin que ce soit modifié. Merci Didier pour ces compléments d'information. Donc, les données spécifiques pour la fonction publique, bien évidemment, elles ont été ajoutées à la norme de la DSN pour qu'on puisse bien identifier tout ce qui est notion de contrat, parce que chez vous, il y a une population qui est quand même très diversifiée. Les déclarations des quotités de travail aussi entre les fonctionnaires et les contractuels, on sait que c'est des points de vigilance pour vous qu'il faudra reporter dans la DSN, et puis également tout ce qui est gestion des détachements. Tout ça, c'est des points qui sont liés à vos spécificités, et bien évidemment, elles ont été incluses dans la norme DSN. La présentation suivante. Les questions-réponses pour qu'on puisse bien valider tous les points redondants. Allez. Donc, je suis remonté jusqu'à la première question, enfin la première question que j'avais citée, qui était « Je suis en DSN, mais un problème avec l'URSSAF, parce que vous étiez trimestriel, que vous avez voulu passer à la DSN et donc à la mensuelle, et que depuis début décembre, vous n'avez pas de réponse de l'URSSAF pour effectuer ce changement. Alors, on n'a pas de solution immédiatement, madame, mais les gens de l'URSSAF qui sont avec nous, et j'ai vu que Lionel Muller avait réouvert son micro, donc il va pouvoir vous apporter une réponse, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, le fait que vous soyez identifié dans la question va permettre qu'un lien va se mettre en place pour vous aider à avancer sur le sujet. Tu voulais compléter, Lionel ? Oui, en fait, il faut bien dégager deux choses. La déclaration et le paiement sont deux choses totalement différentes. Effectivement, la déclaration passe en mensuel, il n'y a pas le choix, c'est pour tout le monde la même temporalité, c'était une des simplifications. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on passe à une déclaration mensuelle, on soit obligé de passer à un paiement mensuel. Ce sont bien deux choses totalement différentes. Et ça répond aussi. Pardon ? Alors, est-ce que tu peux dire à Madame Lestède qui posait la question, qu'en est-il des petites communes qui sont à la déclaration trimestrielle ? Est-ce qu'il y a une procédure qui permet effectivement de faire cette demande et auprès de qui ? Alors, tout se fait automatiquement. Par rapport à la déclaration, tout va se faire automatiquement, mais sur le mode de paiement, mais bon, il faudra une confirmation de mes collègues de l'URSSAF. Il n'y a aucune incidence sur les paiements eux-mêmes. C'est vraiment que la déclaration qui va changer de temporalité. Donc, il ne faut pas hésiter à rappeler la plateforme de l'URSSAF qui vous donnera du coup la réponse directement au téléphone plutôt que de les contacter par mail ou par d'autres moyens. Ils sont relativement bien. Alors ensuite, une question de Madame Heinig. Je suis désolé, mais malgré l'orthographe de mon nom, je vais pas forcément dire vos noms correctement, donc ne m'en voulez pas. Mais est-ce qu'on peut faire la déclaration le mois N, et si oui, à partir de quelle date ? C'est un système de photographie à échéance. Donc vous allez faire effectivement la photographie du mois de mars, que vous allez nous envoyer le 5 ou le 15 avril, mais c'est la photographie du mois de mars. Cette photographie du mois de mars que vous allez nous envoyer au mois d'avril, vous pouvez nous l'envoyer en amont à partir du 6 mars, c'est-à-dire à partir du lendemain de l'échéance de la photographie du mois précédent. De mois en mois, vous pouvez effectivement, à partir du premier jour suivant l'échéance précédente, vous pouvez une DSN qui soit juste l'échéance concernée, en mode annulaire en place, c'est-à-dire que vous apercevez qu'il y a un événement qui est arrivé, un élément de paye supplémentaire à rajouter, vous refaites une DSN qui va venir écraser la précédente dans un système annulaire en place. Donc à partir du premier jour qui suit. Madame Dur qui nous dit, il y a beaucoup d'intervenants, est-ce qu'il y aurait un problème de temporalité ?
Et là, j'aimerais vous faire la même réponse que celle que vous faisiez, M. Muller. Il y a une différence entre le déclaratif et le paiement des cotisations, et il y a une différence entre la paye et le paiement de la rémunération. Quand vous faites la paye, même si c'est pour une vacation, le système l'enregistre, est exigible le 5 du mois suivant, mais vous pouvez parfaitement rémunérer l'agent qui est une seule journée le mois où ça vient, et effectivement, comme la DSN, c'est une photographie de la paye, on la recevra le 5 du mois suivant, mais il n'aura pas à attendre le 5 du mois suivant pour effectivement ce soit mis en place. Quand on dit la DSN, c'est le reflet de la paye, je vous l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, mais on dit aussi, surtout, quand la paye est réussie, la DSN est réussie. Et ce que vous mettez en paye, c'est ce que vous allez nous envoyer en DSN. Donc normalement, il n'y a pas de problème, mais n'hésitez pas si vous avez besoin d'éléments complémentaires à préciser si ma réponse n'était pas assez juste. Alors, les organismes sociaux qui reçoivent la DSN. Personne ne reçoit la DSN. Les seuls qui reçoivent la DSN, c'est Net Entreprise ou MSA.fr. Ensuite, les flux de données par bloc, donc bloc 1, bloc 2, bloc 3, qui sont des blocs d'acquisition, sont dans un premier cas reçus par la COS, dans le deuxième cas stockés par la CNAV, et dans le troisième cas, dans le troisième bloc, les informations nécessaires à chacun vont être envoyées. Mais en même temps, comme c'est quelque chose qui est en constante évolution, je peux vous dire que certaines, quand vous dites mutuelles, certaines mutuelles sont déjà dans la liste des bénéficiaires des données. La TIA-CLC, sûr et certain, pas encore. Donc là, vous devez continuer à être en lien avec eux. La CNRACL en totalité, oui. L'IRCantic, c'est une bonne question, et je pense que c'était l'IRCantic dont vous vouliez parler, sauf si l'IRCantic, et je l'ignorais, et ça vous prouve effectivement la méconnaissance que je peux avoir du sujet particulier est grande, mais si c'est l'IRCantic, effectivement, eux bénéficient des données qui sont faites. Vous trouvez cette liste sur Net Entreprise. Vous avez la liste des logiciels qui ont signé la charte DSN et donc qui sont compatibles, et vous avez la liste des bénéficiaires. Madame Cocher, qui est dans le même cas que Martine Dur, voilà, pardon, je remontais pour avoir le nom, je ne voulais pas faire... Ensuite, les CRM arrivent pour chaque fonds ou un CRM global. Les CRM arrivent de chaque interlocuteur que vous avez. Donc, effectivement, les différents fonds qui sont derrière la caisse de dépôt, ce n'est pas un compte-rendu métier, caisse de dépôt et consignation. Il y a un compte-rendu CNRACL, un compte-rendu IRCantic et d'autres et des autres intervenants. Donc, chacun vous fait remonter, parce qu'en réalité, ce qui remonte dans les comptes rendus métiers, comme leur nom l'indique, c'est les éléments métiers et qui ne sont connus que par ceux qui vous les renvoient. Madame Bravo, qui n'avait plus de son, j'espère que vous en avez récupéré depuis. Votre logiciel, Madame Thomas, nous permet de lire les CRM liés liés au Topaz. Connaissez-vous un outil autre pour lire les autres CRM? Non. Les CRM remontent tous sur le tableau de bord de Net Entreprise et votre logiciel doit permettre de les lire. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que pour le mode déclaratif, la DSN s'appuie sur une norme. On vous en a parlé assez rapidement, mais il y a une norme qui s'appelle la norme NeoDes, avec DES comme déclaratif. Et on finit d'établir une nouvelle norme pour les retours, qui va s'appeler NeoRes, pour les retours, bien évidemment. Vous aviez fait le lien vous-même, mais du coup, on est effectivement dans l'obligation pour un logiciel de vous permettre de tout lire. Donc, je pense que c'est la version que vous utilisez et que vous a donné votre éditeur qui n'est pas la dernière et qui n'est pas à jour, parce que normalement, tout ce qui remonte dans les comptes rendus métiers, et c'est la base de la déclaration sociale nominative, doit être lu. Donc là, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec votre éditeur si ça se reproduit. Si par contre, ce problème, c'est un problème assez spécifique qui est en place, n'hésitez pas à utiliser sur Net Entreprise ou sur DSN Info ou MSA.fr, suivant là où vous êtes connecté. N'hésitez pas à utiliser le petit module de questionnement. On vous pose des questions, votre SIRET, la date à laquelle c'est produit et le détail, de façon à ce qu'on puisse nous le relire. Alors, Madame Chauffer-Jouffroy, vous avez normalement un petit nuage qui apparaît en dessous, la petite cloche qui vous permet de télécharger le support. Sinon, vous avez un replay qui sera disponible dès que la présentation sera mise à disposition. Et après, la présentation, on va mettre le support à disposition sur Net Entreprise dans la partie des
des comités régionaux et vous pourrez le télécharger à cet endroit-là, si tant est que vous n'avez pas le petit nuage qui apparaît en dessous. J'allais laisser la main à Lionel Muller pour répondre à la question suivante, mais comme c'est une question piège de Madame Dur sur le prélèvement à la source des résidents étrangers, je vais y répondre directement. On a effectivement aujourd'hui, vous avez deux véhicules techniques qui font passer les éléments de revenus, quel que soit l'individu qui les perçoit. Et ces deux véhicules techniques sont le PASS, prélèvement à la source, à l'intérieur de la déclaration sociale nominative. Si la paye pour le résident étranger passe par cet élément, sauf que, en cas de certains d'accords avec les pays de ces fameux résidents, s'il y a des accords fiscaux avec ces pays-là, il peut y avoir effectivement un mode de calcul et un mode de transmission différent. Et là, vous devez vous appuyer, vous continuerez à vous appuyer sur Passereau, qui est passage pour les revenus autres, parce que ça n'est pas une automatisation comme la DSN le permet. Alors, par rapport à l'arrêt de travail, l'hospitalisation, en fait, on a bien l'ADSN qui est mensuel, qui est le reflet de votre paye, mais à côté de ça, on a eu une dia un peu brièvement passée qui concernait l'ADSN événementiel. Ça concerne en fait les signalements de ce qui va se passer au fur et à mesure du mois. Donc là, c'est les signalements d'un événement qui vont être à destination de l'assurance maladie ou de Pôle emploi. Et c'est ces signalements au cours de la vie de votre salarié qui vont nous permettre d'avoir les informations plus rapidement. Donc les arrêts de travail, quel que soit le régime, ça peut être les reprises de travail pour Pôle emploi, les fins de contrat, etc. Mais on va y revenir un petit peu après dans le troisième volet de la présentation. On attaque déjà, c'est ça, Didier? Non, j'avais oublié de rouvrir mon micro. Je rigolais parce que je disais la question de Madame Thibault qui disait est-ce que la paye peut être déposée des établissements, la DSN peut être déposée des établissements des payes souvent entre le 20 et le 20 du mois. Et ça, c'est une précision toute française. Oui, à mon avis, vous vouliez dire entre le 20 et le 30 du mois. On peut déposer la déclaration sociale nominative dès lors que la paye est effectivement faite. Et si vous la faites le 15 du mois, ben, vous pouvez déposer une DSN le 16, ce qui va solutionner d'ailleurs le problème des congés, puisque la DSN du mois de juillet que vous auriez dû déposer en août, si vous partez en vacances en août, et je vous souhaite à tous de partir soit en juillet, soit en août, soit en juin, enfin comme vous voulez, mais de prendre des vacances d'été et de pouvoir vivre normalement à ce moment-là, ce que je nous souhaite à tous, vous pouvez déposer votre déclaration sociale nominative le mois précédent, avant de partir en congé, et puis la déclaration du mois pendant lequel vous êtes en congé, vous aurez à la déposer avant le 5 du mois suivant, et là effectivement, sauf s'il faut partir 5 semaines, et dans ces cas-là, je pense que pour l'établissement de la paye, vous serez suppléé ou remplacé, et ben, la même personne pourra vous suppléer ou remplacer pour le paiement de cet élément. Moi, je réponds juste aussi pour les déclarations de maladie à la CPAM. Effectivement, la DSN événement va remplacer votre saisie sur Net Entreprise. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce qui me permet de répondre à une autre question qui était un peu du même genre. Oui, et alors, je complète, et tu as raison de préciser pour les déclarations à maladie. Quand vous faites des déclarations, ce qu'on appelle en double commande, c'est-à-dire vous dites, oh là là, c'est trop facile le signalement d'événement, j'ai juste eu à mettre le NIR de la personne concernée, la date de l'arrêt, la fin de l'arrêt, éventuellement un motif ou renseigner un élément complémentaire. C'est trop facile par rapport à la DSIJ que je faisais avant. Donc du coup, pour être sûr du coup, je vais faire une DSIJ en même temps. C'est gênant parce que ça veut dire que les deux canaux vont arriver jusqu'à votre interlocuteur assurance maladie, qu'il va être incapable de savoir, l'automatisation va être incapable de savoir lequel des deux vecteurs est le bon à prendre. Donc, on va le sortir du système automatisé. Il y aura un temps de traitement, il y aura une intervention humaine et du coup, ça va retarder grandement. Ça, c'est la version la plus simple par rapport à l'assurance maladie. Par rapport à Pôle emploi, exactement la même question. Par contre, là où c'est plus gênant, c'est quand on parle du prélèvement à la source. Quand vous faites une DSN, le prélèvement à la source est intégré. Donc, vous ne devez pas faire en double commande un passereau. Parce que si vous faites une déclaration passereau en même temps qu'une DSN, vous aurez deux prélèvements de retenue à la source sur les impôts. Et ensuite, ce sera l'agent ou la personne pour qui vous avez fait les deux déclarations qui devra voir avec son centre des impôts
par le mesimpôts.gouv.fr par exemple ou en direct, pour obtenir un remboursement de la somme trop perçue, parce qu'il n'y aura pas de discussion, les deux vont être prélevés. Donc, on passe trop en même temps que la DSN. Donc, sur Madame Dure, les déclarations FIP, HP, est-ce que c'est effectivement pour… je ne connais pas ce type de déclaration. C'est vrai que j'ai eu la question avant-hier, vendredi, et que je n'avais pas la réponse. La liste des déclarations qui sont substituées, le moment où elles sont substituées est disponible sur netentreprise.fr. Et par exemple, les déclarations annuelles aux caisses de retraite complémentaires, ces déclarations annuelles, si elles étaient faites dans le cadre d'une déclaration type un volet d'ADSU ou une DUX ou un volet de DUX ou autre, il y a de fortes chances que ça soit intégré à la déclaration sociale nominative. Mais vraiment, il faut vérifier en fonction des déclarations que vous avez, celles qui sont substituées, le moment où elles le sont. Donc, Madame Willem qui demandait, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire le 5 ou le 15 du mois? Non, ça veut dire que le 5 et le 15 sont deux échéances, deux jalons calendaires qui sont en place et qu'effectivement, vous avez besoin de transmettre la déclaration à l'échéance qui est attendue pour votre cas. Mais vous le savez déjà, puisque si vous êtes mensualisé par les cotisations, vous savez que c'est effectivement le 5. Si vous êtes trimestriel au niveau des cotisations, il y a de fortes chances que ce soit le 15. Mais dans tous les cas, vous devez effectivement vous rapprocher de votre URSSAF au niveau des trimestriels pour vous assurer que votre demande de continuer la cotisation au niveau trimestriel est bien enregistrée. Donc ça répond à la question de Mme Bigère, savoir comment est-ce qu'on est concerné le 5 ou le 15. Madame Buchel, qui nous demandait si, quand on a une déclaration annuelle, une déclaration mensuelle, une fois dans l'année à faire, alors qu'aujourd'hui on transmet effectivement des passereaux à néant, on va continuer à transmettre des DSN parce que dans la DSN, il y a le pass, donc il faut qu'elle soit à néant chaque mois, de façon à ce qu'il n'y ait pas une taxation d'office par les impôts sur le salarié avec prélèvement sur son compte bancaire, puisque effectivement ils vont analyser ça comme étant un défaut de cotisation, un défaut de transmission de déclaration. À partir de quel jour? Donc là, c'est ce qu'on vous a répondu sur le lendemain de l'échéance précédente. Question de Madame Ragaz. On va le voir après, vous allez voir la notion sur le contrat. Donc, ce que je vous propose, c'est que si, comme Lionel a récupéré M. Muller a récupéré une connexion qui semble tenir, je vous propose qu'il reprenne la main pour la présentation suivante. S'il y a un souci, on reprendra avec Sandrine, hein, Lionel, pas d'inquiétude. Je vais relire, moi, toutes les questions que vous avez posées, les 25 questions que je n'ai pas eu le temps de lire, pour qu'on puisse y porter, parce qu'il y aura à nouveau une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. Et si les réponses n'ont pas été apportées dans la présentation, on se fera un plaisir de vous les donner. Sauf si, Lionel, il y a une question que tu as vue passer à laquelle tu voulais répondre maintenant. Non, c'est plus, c'est plus ton domaine, la plupart des questions. Je reprendrai les questions globales assurance maladie un peu plus tard. D'accord. Si on n'y répond pas dans cette présentation-là. Alors, la DSN et moi. Donc, il faut déjà savoir que vous avez une page dédiée sur le site Net Entreprise. C'est le deuxième onglet, assez facile à retrouver. Bien sûr, quand vous aurez téléchargé le support, vous aurez le lien directement. Et dans lequel vous allez trouver un lexique qui va vous permettre de décoder le langage du privé et le transposer dans votre propre jargon. On y trouve également une connaissance qui centralise un certain nombre de fiches consignes. Lorsque vous avez une question qui revient, enfin une procédure qui revient régulièrement, vous allez donc pouvoir trouver une procédure toute faite. Et bien sûr, il restera encore un espace qui vous permet de recevoir les informations au fur et à mesure des nouveautés. Donc, sur cet espace, vous allez trouver un guide de démarrage spécifique à la fonction publique. Dans ce guide, vous allez retrouver les grands principes de la DSN, les étapes pour bien commencer le démarrage et les éléments d'accompagnement mis à disposition.
Parmi ces éléments, vous allez retrouver un module de formation de niveau sensibilisation, grâce auquel vous allez reprendre de manière plus détaillée tous les éléments qu'on peut retrouver dans le guide de démarrage. Et vous aurez également les mêmes informations que ce qui nous a servi pour préparer ces webinaires. Vous trouverez également des vidéos, des mini-clips qui servent généralement à l'e-learning, et ce sont en fait des vidéos qui sont appelées par ailleurs des MOOC. Et ces vidéos font des focus sur des éléments bien précis de votre paye. Alors, quelques éléments, transposition, les plus fréquents. Lorsque vous allez lire dans les procédures ou les protocoles le mot salarié, il va falloir le transposer en agent public. Alors, les procédures étant les mêmes, c'est simplement des petits problèmes de langage et sans plus. Quand vous lirez entreprise ou tiers, vous ferez traduction, administration, organisme public. Pareil, salaire, c'est en fait le traitement. Et le contrat, c'est la relation qui lie vous-même, l'employeur, et vos agents. Un petit dessin pour vous expliquer quelle étape importante pour réussir correctement sa DSN. On commence déjà par le côté gauche, déterminer les SIRET qui seront déclarées. Donc Didier, vous l'avez déjà évoqué dans la partie précédente, il faut faire une DSN mensuelle par SIRET déclarant et donc déclaré auprès de l'URSSAF. Donc, il faut déjà déterminer quels SIRET vont être utilisés. Une fois que vous avez déterminé ceux ou ces SIRET, il va falloir vérifier auprès de l'URSSAF s'ils sont bien déclarés. Vous allez utiliser dans votre mensuel, DSN mensuel, le numéro d'identification des individus, les NIR. Donc, il faudra bien faire attention qu'ils soient tous corrects. Ensuite, vous pourrez, au fil de l'eau, contrôler vos fichiers avec les utilitaires disponibles, que sont DSN Val et DSN FPOC. Donc là, c'est pour la DSN, on va dire, en général, et le deuxième sera plus spécialisé sur les organismes complémentaires. Enfin, il faudra toujours consulter les comptes rendus métiers, financiers et nominatifs. Ce sont eux qui vont pouvoir vous alerter sur les anomalies ou les erreurs qui seront constatées soit par le système DSN, donc au niveau de l'individu, soit par les différents organismes sociaux qui sont destinataires des différentes informations ou des différentes DSN événements. Alors, vous avez en complément du schéma précédent, vous avez un petit retour de ce que je vous ai expliqué sur le SIRET déclaré qui doit bien sûr être celui qui gère la paye de l'agent, que vous avez un système qui vous permet de contrôler si c'est bon avec le service DSN Contrôle SIRET, qui vous permet de récupérer la liste des SIRET non reconnus dans le système DSN et donc de les faire reconnaître auprès de l'URSSAF. Vous avez également un rappel sur le fait que c'est vos salariés qui sont responsables de la validité de leur numéro de sécurité sociale et que ce sont eux qui vont pouvoir qui seront en première ligne pour pouvoir les corriger s'il le faut. Vous avez bien sûr les deux systèmes de contrôle DSN Val et DSN FPOC. Et enfin, les comptes rendus métiers qui sont donc par organisme, par métier spécifique. Vous pouvez toujours, comme il est dit tout à la fin, lorsque vous avez réceptionné des CRM, donc des comptes rendus métiers avec des anomalies, vous pouvez les rectifier tant que vous n'avez pas dépassé votre délai mensuel, le 5 ou le 15. À n'importe quel moment, vous pouvez faire des annuls et remplaces, ce qui permet de rectifier les anomalies au fur et à mesure qu'on vous les remonte.
Donc, un petit rappel, le 5 ou le 15 du mois suivant sont des bornes, ce sont des dates butoirs. Vous pouvez bien sûr l'envoyer bien avant. En règle générale, la règle vous est énoncée. Ceux qui sont à l'échéance du 5 du mois sont généralement ceux qui ont au moins 50 employés ou en tout cas 50 agents rattachés. Sur l'avant l'échéance, on vous rappelle qu'il est autorisé de faire jusqu'à 1 mois d'avance et on peut toujours modifier sa déclaration grâce au DSN annule et remplace jusqu'à la veille de l'échéance. Si vous faites un signalement, enfin, si vous envoyez une DSN mensuelle le lendemain de votre échéance, plus une échéance normale, on passe sur une déclaration tardive. Et toujours corriger vos erreurs grâce au bloc de régularisation. Alors, comme j'entendais plus Lionel, je me permets de reprendre la main. Voilà, vous avez raison, il devait y avoir effectivement pas de son, donc je vais reprendre la suite en attendant que la bande passante revienne correctement. Donc, comme vous le disiez, Lionel Muller, hein, en cas d'erreur et selon le type d'anomalie, donc des contrôles sont déclenchés lors du dépôt. Il y a des contrôles bloquants, ce qu'on disait tout à l'heure, la DSN ne peut pas être déposée, on vous demande de les changer. Et puis des non bloquants. La DSN est acceptée, mais on a effectivement des erreurs, des anomalies, des doutes sur des éléments qui sont transmis et on vous demande de le modifier. Alors, soit on est avant la date d'échéance, du 5 ou du 15, si vous pouvez encore faire une annulaire en place, c'est-à-dire soit le 4, soit le 14, puisque c'est la veille à minuit, on peut refaire des annulaires en place. Sinon, systématiquement, ce sont dans les blocs correctifs qui sont portés dans la DSN suivante et qui vous amènent ces éléments-là. À chaque dépôt, vous allez pouvoir visualiser. La première chose, c'est l'accusé d'enregistrement électronique. Ça prouve que ce que vous avez envoyé est lisible. Et ça atteste que le fichier que vous avez déposé a passé les pré-contrôles de qualité et les contrôles de cohérence interdéclaratifs et qu'on va pouvoir les transmettre aux bénéficiaires destinataires des données de la DSN. Ou alors vous recevez un avis de rejet, ça veut dire que la déclaration est incorrecte, qu'on ne peut pas l'utiliser, qu'on ne peut pas l'enregistrer, et que vous n'avez pas rempli votre obligation légale de transmission de la déclaration sociale nominative mensuelle. Et puis les certificats de conformité. Les certificats de conformité sont un peu plus puissants que l'accusé de réception, puisqu'on est passé directement au-delà de la simple constatation que c'était lisible et complet, où on a effectivement un rapport qui donc est transmis au moment de l'envoi et qui est, lui, indispensable. Alors pas pour vous, mais il est indispensable pour certains organismes, comme des organismes complémentaires, par exemple, qui ont besoin de ce certificat de conformité pour autoriser les données à être injectées dans leur système d'information, donc à pouvoir les utiliser. Le certificat de conformité assure celui qui va recevoir les données que les données transmises sont lisibles, correctes et complètes. Alors, les premiers gains, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle de difficultés et d'obligations, mais il y a des gains qui sont… peut-être, Lionel, si tu as retrouvé du son, tu peux reprendre la main. Mais c'était pas… Non, c'est encore tout haché. C'est encore tout haché. Donc comme on vous le disait, depuis janvier 2021, pour la fonction publique, la DSN donc, remplace la DATSU, mais dans les volets qui sont gérés, qui sont destinés aux 3 fonds qui sont derrière la Caisse de dépôt et consignation, le CNSARL, le RAFP, l'IRCANTEC, CNRACL, je l'avais bien dit, mais c'est bafouilleur, donc ça le fait pas. La déclaration unifiée des cotisations sociales, donc la DUX, pour son volet URSSAF, et puis les informations relatives au prélèvement à la source, Passereau, et qu'on va utiliser pour le bon remplissage de la déclaration pré-remplie, ce que je vous disais, et puis le remplacement de certaines déclarations vers des organismes complémentaires pour les déclarants qui le souhaitent et qui le peuvent surtout. Alors attention, la DATSU et la DUX disparaissent définitivement. Alors là, on a mis dès que les obligations d'entrée des fonctions publiques en DSN fixées par décret seront passées, en gros, dès le 1er janvier 2022. Alors,
Je vais en profiter pour répondre à une des questions qui est revenue par 2 fois. Ça veut dire que quand vous envoyez votre DSN, à partir, si vous avez commencé en janvier 2021 et que vous envoyez effectivement 12 DSN pendant toute l'année 2021, vous ne ferez pas de date dessus en janvier 2022. Si vous rentrez au 1er janvier 2022, il faudra attendre le 1er janvier 2023 et 12 DSN de 2022 pour ne plus faire de DSN, puisque le principe de DATU, puisque le principe de la DSN, c'est la substitution, c'est-à-dire que dès lors que l'on a les éléments nécessaires à son remplacement, transmis dans le cadre de la DSN, on peut effectuer le remplacement. Tant qu'on n'a pas toutes les données, on doit effectivement continuer à utiliser les autres procédures et non pas, comme on dit souvent, les anciennes procédures. Si par contre vous avez des questions pratiques relatives à la disparition de ces déclarations et que vous ne trouvez pas d'éléments, vous pouvez toujours contacter les organismes derrière la DATU et la DUX ou Passero derrière les liens qui vous sont précisés. Les derniers conseils, et pourtant importants. Lionel, tu as réactivé ta… Oui, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Parfait. Pour les conseils, rapprochez-vous de votre éditeur, c'est extrêmement important. Comme on l'a dit bien en amont, il y a des réunions régulières entre le GIP MDS et les éditeurs. Donc, lorsque vous avez des problématiques, lorsque vous avez des phases, enfin des particularités, lorsque vous avez des problèmes de paramétrage, n'hésitez jamais à aller solliciter votre éditeur. C'est lui qui a la main qui connaît bien son logiciel, c'est lui qui a la main sur le cahier des charges. Donc, c'est vraiment important qu'il puisse vous apporter les solutions nécessaires. Vous pouvez également, et c'est surtout dans les premiers temps, ne pas hésiter à faire des DSN mensuels tests. C'est un système en dehors des deux outils qui vous sont proposés, vous pouvez toujours faire 1, 2, 3, 10 DSN mensuels tests afin de voir que tout se passe bien. De même, sur les DSN événements, qui sont pour les fins de contrat, les arrêts de travail, vous pouvez également faire des signalements tests et voir que tout se passe bien. Et enfin, vous avez pour dernière ressource le site Net Entreprise, qui a une fac et une base de connaissances vraiment très, très bien étayée. N'est-ce pas, Didier? Oui, je te remercie de m'auto-féliciter, même si c'est pas moi qui l'ai écrite, mais c'est effectivement géré au niveau du GIP. Alors, il y a une particularité quand même avec le mode de fonctionnement qu'on a sur le support, que ce soit dans l'établissement des modes d'emploi ou autre, c'est qu'on ne s'est pas contenté de vous dire ce que l'on attendait. On s'est vraiment basé sur des cas de paye et on s'est basé sur ceux qu'on a appelés les pilotes, donc qui sont entrés au DSN déjà depuis un petit moment et avec qui on a vérifié que les plans de paye et les cas de paye étaient bien relevés par la DSN et permettaient effectivement de substituer les déclarations. Donc, dans les éléments d'aide qui vous sont apportés, ce sont des éléments d'aide qui vous donnent des ruses, des chemins de contournement ou alors des fiches consignes qui vous précisent comment faire pour avancer. Et effectivement, Lionel m'avait laissé la main parce qu'on arrive à nouveau à une session de questions-réponses. Alors, dans l'ordre, et plutôt que de reprendre toutes celles qui sont en place, on a effectivement les modalités d'utilisation de la DSN. Pour pouvoir faire une DSN, il faut tout d'abord, effectivement, avoir un SIRET, que ce SIRET soit un comité cotisant. Ensuite, il faut que ce SIRET soit connu de Net Entreprise. Donc, il faut vous inscrire à Net Entreprise, ce qui est le cas de 99, je ne sais plus combien de pourcents des SIRET actifs. Donc, ça veut dire que normalement, vous y êtes déjà. Ensuite, d'aller sur Net Entreprise et d'ajouter la déclaration sociale nominative comme étant une déclaration que vous allez faire. À partir de ce moment-là, on a le lien qui se fait entre votre SIRET et une attente de DSN. Et donc, vous allez pouvoir en déposer. Comme vous le disiez, Lionel, vous avez jusqu'au 1er janvier, jusqu'au 5 février 2022 pour déposer des DSN en mode test. Alors, le mode test, comme il vous l'a dit,
c'est un mode complet, de chez vous jusqu'à l'organisme, dans un sens, et comme le disait Sandrine, de l'organisme jusqu'à vous, c'est-à-dire dans l'autre sens, sans qu'il y ait d'enregistrement. C'est-à-dire que ce que vous envoyez dans les DSN tests n'est pas utilisé par les organismes. Mais par contre, ils le voient et ils peuvent vous répondre et vous dire s'il y a des difficultés qui y sont propres. Et là, je réponds à ceux qui posent la question de 2021. Pour rentrer en déclaration sociale nominative pour l'année 2021, il aurait fallu que vous ayez répondu positivement à l'échéance du 5 ou du 15 février. Or là, on est après l'échéance du 15 mars, donc on est déjà avec un mois de retard, donc votre entrée officielle en DSN ne sera plus possible que le 1er janvier 2022, c'est-à-dire avec la déclaration sociale nominative attendue le 5 ou le 15 février 2022. Mais vous pouvez effectivement, d'ici là, déposer toute une série de déclarations en test de façon à pouvoir les mettre en avant. Ensuite, alors je vois que Sophie est en train de vous répondre en même temps directement dans les questions-réponses. Donc surtout, n'oubliez pas, n'hésitez pas à les lire et à vous y référer. Et nous avons donc ensuite les questions qui portent sur la substitution. Donc on a effectivement, alors je laisse de côté toutes les questions qui étaient sur les associations foncières. Il y a des réponses qui ont été portées et on va vous apporter une réponse officielle et définitive sur le système de questions-réponses pour voir comment on peut le mettre en place. J'espère, Madame Volmar, que j'ai répondu à partir de quand ils se mettent en place pour qu'elles soient effectives au 1er janvier 2022. L'idée, c'est de le faire le plus tôt possible en mode test de façon à être prêt, parce que vous déposerez en officiel le 5 ou le 15 votre DSN au titre de 2022. Ensuite, on avait des questions, mais je pense qu'on avait répondu déjà sur le pass qui est effectivement intégré à la DSN. Donc, vous ne devez plus faire de passereau, sauf pour ceux qui ne sont pas dans la DSN, mais pour lesquels vous versez des revenus. Et là, on a besoin d'un véhicule technique et l'administration fiscale a besoin d'un véhicule technique qui précise que c'est en place, que c'est quelqu'un qui est identifié. Madame Bonne qui disait, si les payes sont traitées par un organisme extérieur, qu'est-ce que ça change pour la commune? Eh bien, ça change pour la commune que c'est effectivement l'organisme extérieur, s'il continue à le faire, qui va le faire à votre place, et simplement, vous aurez à transmettre les informations qui sont relatives à la paye de votre commune et nécessaires à l'activité de cet organisme extérieur à qui vous l'avez confié, les éléments mensuellement. Donc, finalement, vous allez assister à votre passage en DSN sans que ça impacte considérablement la façon dont vous travaillez. Si un de mes collègues qui est en ligne voit des questions et des réponses et pense pouvoir les porter, allez-y, il n'y a pas de… Alors, il y a plusieurs questions sur les formations des éditeurs. On ne peut pas répondre à ce genre de questions parce que ça va dépendre des relations entre les organismes et puis leurs éditeurs, du coût, du budget, etc. Après, tout ce que moi je peux vous conseiller, c'est que l'éditeur connaît son logiciel et pourra peut-être vous aider à mieux l'intégrer et à savoir comment réagir pour telle ou telle problématique. Mais ce type de question est assez, on peut difficilement nous y répondre. Alors, une petite précision de ma part concernant les signalements d'événements. Déjà, on va bannir tout de suite de votre langage et de votre mode de réflexion les termes de DSN événementiel ou DSN événement. La DSN, c'est un flux mensuel et des signalements d'événements. Donc, on va parler des signalements d'événements. Il y en a à destination de Pôle emploi, il y en a à destination de l'assurance maladie, et il y en a à destination du système informatique ou du système d'information de la DSN qui s'appelle le signalement d'amorçage de données variables. Et ce signalement d'amorçage de données variables va répondre à une question qui a été posée sur que fait-on, comment fait-on avec un agent qui rentre et qui sort de notre collectivité à l'intérieur d'un même mois. Eh bien, justement, les deux signalements dont on a besoin, c'est le signalement d'amorçage qui fait exister cet agent dans votre DSN, alors même que la première paye n'a pas été faite,
Donc, il est réputé ne pas exister dans la DSN, puisque la DSN, c'est la photographie de la paye. Donc, puisqu'il n'a pas encore été payé, il n'est pas dedans. Cependant, il est déjà chez vous. Donc, le signalement permet de le faire exister. Et le signalement fin de contrat de travail unique, que met à votre disposition Pôle emploi, permet de le faire ressortir avant même que la DSN mensuelle soit publiée. Alors, les signalements d'événements, comme leur nom indique, ne font que signaler. Ça ne change rien au fait que ces événements sont portés dans la DSN mensuelle, dans le flux mensuel de la DSN, c'est-à-dire l'entrée et la sortie. Mais du coup, avec le signalement en fin de contrat de travail unique et après le signalement d'amorçage de données variables, vous pouvez faire rentrer et sortir un agent pendant une période inframensuelle, c'est-à-dire à l'intérieur du mois, avec la particularité encore plus spécifique que dans la DSN, on parle de DSN mensuelle, mais que dans la notion de contrat, on peut parfaitement avoir un contrat de 12 jours entre le 28 et le 10 du mois suivant, c'est-à-dire qu'il porte sur 2 mois. Et là, effectivement, on a besoin de tous ces éléments-là parce que nous allons avoir dans le signalement de fin de contrat des éléments qui vont porter sur sur les 2 jours du mois précédent et un second bloc qui va porter sur les éléments de paye des 10 jours du mois en cours. Dans les 2 cas, au moment du départ de l'agent, aucune des deux DSN mensuelles n'ayant été déposée, on n'a pas les éléments on n'a pas les éléments de revenus. Donc il faut qu'ils soient portés par le signalement fin de contrat de travail unique. Donc ça, c'est pour répondre aux questions internes inframensuelles, internes à un mois. Ça ne répond pas au cas spécifiques soit des agents détachés qui apparaissent et qui disparaissent, qui peuvent apparaître ou disparaître à l'intérieur du même mois, puisque là, ce sont des signalements qui sont portés à l'intérieur de la DSN du flux mensuel, parce que la règle de base que vous pouvez avoir en tête, c'est que le moment où la DSN doit enregistrer, puisque c'est la photographie de la paye, c'est à partir du moment où le revenu de l'agent peut être impacté. En plus, si vous avez une paye, effectivement, il va toucher des sous, mais surtout en moins, c'est-à-dire un arrêt de travail ou une fin de contrat de travail ou éventuellement un détachement, où là, on a besoin que ce soit porté parce que le revenu de l'agent ou de la personne, de l'individu, diminue et que toutes les cotisations qui ont été versées avant servaient effectivement à compenser ces diminutions de revenus et à créer des revenus de substitution. Donc, il faut qu'on ait les éléments pour qu'on puisse les calculer, qu'on puisse valider que l'individu a le droit de les percevoir et les verser. Donc, plus tôt c'est fait, au plus près de l'événement c'est fait, et au plus près de l'événement, l'interruption de revenus pour l'agent peut être corrigée. Je remonte les questions, donc si... Alors, il y avait une question de Mme Barthès concernant une convention avec Pôle emploi. Encore une fois, il faut bien séparer la DSN mensuelle, qui est une déclaration de données, avec des conventions ou des procédures de travail avec les organismes qui ne sont, eux, ne seront pas impactés directement. De même, si la paye est traitée par un organisme extérieur, normalement, cet organisme va gérer et la paye et la DSN mensuelle, normalement. Petite question de Mme Kassler. Quand on n'a pas de logiciel de paye, je n'ai pas répondu à la question, excusez-moi, mais je peux vous répondre maintenant. La DSN nécessite un logiciel de paye. Donc, ce qui veut dire que si vous n'avez pas de logiciel de paye, de toute façon, à un moment ou à un autre, soit vous allez vous tourner vers un centre de gestion pour qu'il prenne en charge la paye que vous faites, soit effectivement faire l'acquisition d'un logiciel de paye dont c'est le seul vecteur, c'est le seul moyen aujourd'hui de transmission de la déclaration sociale nominative qui est un flux informatique. Donc on a besoin d'avoir quelque chose qui permette de créer ce flux, et la chose qui permet de créer ce flux, c'est le logiciel de paye, et donc il y a besoin d'avoir un logiciel de paye. Effectivement, la question est posée aujourd'hui auprès du législateur pour savoir comment ça va se passer pour les plus petites des collectivités qui effectivement, ou simplement les organisations, il n'y a pas que des collectivités territoriales qui effectivement n'ont pas de logiciel de paye.
et qui font la paye entre guillemets à la main, très bien, hein, les gens sont payés, les cotisations sont payées, les droits sont validés aujourd'hui, mais demain, à partir du 1er janvier 2022, non, la loi vous oblige de passer par ce flux informatique et il va falloir trouver une solution. Je dis la plus simple aujourd'hui, à ma connaissance, étant de passer par un centre de gestion ou avoir des regroupements de communes de façon à ce que, ou de collectivités, de façon à ce qu'un seul prenne en charge, parce qu'un SIRAN, qui est l'identification au-dessus du SIRET, un SIRAN peut déclarer pour un autre SIRAN à partir du moment où il y a une convention entre les deux. Madame, posez une intervenant, je suis la caisse primaire. Désolé, je ne peux pas répondre à votre question qui est trop spécifique. Je vous conseille tout simplement d'appeler la plateforme et ils vous l'indiqueront sans souci. Alors, le son ayant été coupé, je confirme ce que tu viens de dire. Prenez contact avec votre URSSAF, qui sont vos interlocuteurs naturels et légitimes sur ces questions-là et vont pouvoir vous répondre. Je pense qu'il est même fort possible, mais comme on démarre hein, là l'utilisation de cet outil, et je tiens à remercier Lionel Muller et Sandrine pour leur présence, parce que c'est pas simple d'utiliser un nouvel outil, et donc on va se perfectionner dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent, puisqu'on va avoir d'autres webinaires de ce type qui vont être mis en place. Pardon. Et du coup, il y a des intervenants des URSSAF qui sont avec nous et qui étaient avec nous et qui, je pense, n'ont pas possibilité de répondre aux questions en direct, mais ils pourraient le faire directement comme le fait Sophie Caillot qui répond derrière. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, toutes les questions que vous posez là, on va y porter des réponses par écrit et on reviendra soit vers vous en direct sur votre adresse mail si ça nécessite une intervention de ce type parce que vous avez besoin d'une aide rapide et complète sur un sujet particulier, soit dans le compte-rendu avec les questions-réponses qui seront postées. Il y a M. Schmitt qui a une question par rapport au pass lorsqu'il va basculer en DSN en 2022. Il faut savoir que en janvier, vous devez encore faire une déclaration pass puisque ce sera le décembre d'avant. Donc en janvier 2022, ce sera la dernière déclaration pass et vous ferez votre première déclaration DSN, donc en février 2022, qui concerne le mois de janvier. Alors sinon, moi j'ai une très bonne nouvelle pour Madame de Broglie à propos des détachements, puisqu'elle connaît parfaitement le mode de fonctionnement de la DSN. Il y a effectivement, alors c'est pas qu'il y a deux déclarations à faire, c'est que les deux établissements, celui qui détache l'agent et ne le paie plus, et celui qui l'accueille, les deux doivent faire une déclaration. Et la joie et le plaisir quand vous participerez au mois de mai à la deuxième série de webinaires de découvrir comment effectivement on a prévu de gérer le détachement à l'intérieur de la déclaration sociale nominative, mais effectivement, celui qui détache et celui qui accueille doivent tous les deux faire une déclaration, sachant qu'il y en a un seul qui paye les cotisations. Et alors, cerise sur le gâteau, en fonction de la fonction publique ou en fonction de la typologie particulière du détachement, la réponse n'est pas unique. Et dans certains cas, effectivement, celui qui détache continue à payer et se fait rembourser par celui qui accueille. Dans d'autres cas, c'est celui qui accueille qui paye et celui qui détache qui est exonéré de cotisations sociales pour cette personne, mais pourtant continue à accumuler des droits pour cet individu. Vous allez voir que là où ça pouvait être relativement compliqué, on a essayé de trouver autre chose que des systèmes d'usine à gaz pour y répondre en étant au plus simple. Gardez toujours en tête, franchement, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, que j'appelais la philosophie de la DSN, gardez bien en tête ces deux éléments. À quel moment l'argent change de poche et est-ce qu'il y a ou non une interruption dans les revenus? Ces deux réponses permettent de savoir à quel moment est-ce que vous devez agir en termes de faiseur de paye, à quel moment est-ce que vous devez le porter dans la déclaration sociale nominative. Et donc, du coup, là où c'est vraiment parfait, c'est que ça permet effectivement d'agir. L'idée n'est pas de transformer
la façon dont vous faites la paye. L'idée, c'est de faire que les éléments que vous avez mis dans la paye nous permettent et permettent aux organismes de protection sociale de valider les droits que les cotisations que vous réglez ouvrent. Donc c'est vrai qu'on quand on est, et malheureusement on n'y échappe pas, quand on est extrêmement précis dans l'administratif de cette déclaration, on peut se poser beaucoup de questions et éventuellement avoir quelques sueurs froides en essayant d'imaginer les réponses. Si vous êtes dans la situation de vous dire « je fais la paye », il y a cette notion de temporalité, cette notion de revenu, de continuité du revenu, et cette question d'ouverture de droit, ces trois sujets vous permettent effectivement soit de déposer un flux mensuel dans lequel les données sont intégrées, puisqu'il n'y a pas de modification dans les revenus du salarié, de l'agent ou de l'individu. Ensuite, si effectivement c'est quelque chose qui arrive à un moment où on est dans une période déclarative, ce qu'on appelle le mois principal déclaré, d'une DSN ou de l'autre, et bien quand vous avez connaissance de cet événement, si ça porte sur un mois qui est différent de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous avez des blocs changements qui permettent d'affecter la bonne date à l'événement. Et le troisième sujet, qui était effectivement les modifications de contrat ou ces éléments-là, si aujourd'hui ça avait nécessité un changement dans la paye, ça nécessite un changement dans la déclaration sociale nominative. On n'est pas, quand on vous dit c'est la dernière étape de la paye, c'est vraiment le dernier moment, c'est vraiment la dernière chose une fois que la paye est faite. Je le disais peut-être avec un peu trop de sourire dans la voix quand je l'ai dit au début, mais quand la paye est juste, la DSN est juste. La DSN, c'est le reflet de la paye. Alors effectivement, vous pouvez vous poser des questions. On a un cas qui revient régulièrement, le décalage de paye. Mais il faut quand même se mettre dans la peau du législateur et d'une personne qui respecte la loi. La loi précise que le revenu doit être versé le mois d'activité. C'est-à-dire que le décalage de paye est illégal. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en tenir compte? Et bien sûr que non. Ça veut dire que de toute façon, avec le lissage mensuel de la DSN, petit à petit, ce décalage de paye va disparaître puisqu'on va être réellement en lien entre le moment où le revenu est versé et le moment où la déclaration est faite. Mais en attendant, mettre en place un système qui permettrait de pérenniser une situation qui, au regard du droit du travail, est illégale, c'est pas possible. Donc on est vraiment dans la situation de s'adapter au maximum aux pratiques de paye, mais avec l'obligation de respecter la loi et de faire qu'il n'y a ni interruption du financement de la sécurité sociale et de la protection sociale, donc en ayant des cotisations qui tous les mois sont versées et adressées aux bons organismes, et en même temps de faire que l'ensemble des agents pour lesquels vous faites la paye tous les mois et qui effectivement, que ce soit des collègues ou des collaborateurs, ce sont des gens qui sont rémunérés tous les mois et votre implication est parfaite et complète sur le sujet. Si leur situation, leur revenu ou la façon dont s'exécute leur contrat de travail est modifié, il faudra le porter dans la déclaration sociale nominative au moment où ça se produit, de façon à être au plus près de l'événement et au plus près des droits pour lesquels les cotisations sont versées. Quand je peux me permettre, il y avait une question sur la régularisation de paye qui arrive donc forcément de façon rétroactive. Bien entendu, une fois que vous avez enregistré ces régularisations dans votre paye, ça suit la logique. Ce sont des régularisations suivantes, tout simplement. Alors, je redescends les... Ouais. Il y a une question sur 50 agents permanents, Madame Haas, et une centaine de personnes en plus. Si on suit la règle générale, au moins 50 agents, normalement, l'échéance est le 5 du mois. Mais il y a deux choses déjà. C'est que, premièrement, les échéances actuelles, ce sont les mêmes avec la DSN, tout simplement. Et si vous aviez encore un doute, n'hésitez pas à contacter l'URSSAF qui répondront directement avec en indiquant votre numéro SIRET.
Alors, pour la régularisation, comme vous avez du mal à m'entendre, lorsque vous saisissez une régularisation d'un mois précédent, cette régularisation va apparaître dans la DSN du mois suivant déclaré, tout simplement. Il n'y a aucun souci. Vous avez le droit à la fois de corriger grâce au DSN annule et remplace, et vous avez le droit de corriger grâce aux blocs régularisation qui seront intégrés dans les DSN mensuels. Alors, j'ai une petite question et une grosse réponse pour Mme Piègle. Je découvre, alors, soit SVPM, le M était en trop, soit c'est une nouvelle façon de dire s'il vous plaît, merci en même temps. J'adore ce système et je vais le reprendre à mon compte. Le récapitulatif de ce webinaire, vous allez pouvoir, dès qu'on va cliquer sur terminer cet événement, qu'on vous aura dit au revoir, dans les quelques minutes qui vont suivre, vous aurez à disposition un replay. Donc de la totalité de ce webinaire avec, dans beaucoup de cas, le son exact de Monsieur Muller et non pas les coupures puisqu'on enregistre en direct dans le logiciel et que ça part pas dans le réseau. Vous aurez accès à l'ensemble de la présentation, vous aurez accès aux questions et aux réponses qui y auront été portées. Et ensuite, vous avez sur la page des comités régionaux sur Net Entreprise accès à l'ensemble des webinaires, donc pour toutes les régions, la possibilité de récupérer le support si vous n'avez pas le petit nuage qui apparaît en dessous la cloche dans le logiciel. Et la cloche, c'est pas moi, je vous remercie. Donc, sous la cloche, à côté du nombre dans la barre en haut, vous avez une petite cloche. En dessous, quand vous passez votre souris, vous avez un petit nuage qui peut apparaître, qui vous permet de le télécharger. Sinon, vous pourrez le faire directement auprès du replay ou alors dans la partie des comités régionaux de Net Entreprise. Concernant l'antériorité de la régularisation de paye, je ne comprends pas trop la question. Je ne sais pas si ça te parle, Didier. Oui, alors ça me parle. Moi, j'ai une réponse que je vais proposer. J'espère que c'est la bonne et que ça va répondre à la bonne question. Normalement, on enregistre, on a mis à disposition les données sur une période de 36 mois. C'est ce généralement, on dit les 3 ans, c'est ce qui permet de faire les régularisations. On enregistre sur une entreprise 3 mois de DSN, donc après 90 jours, l'enregistrement est chez vous. Cependant, en fonction des droits, en fonction de la régularisation, en fonction des éléments, par exemple, vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est après 10 mois de prud'homme, vous êtes condamné à le réintégrer, à le reprendre en salaire ou autre, ou alors tout simplement il y a des éléments qui sont versés postérieurement, ou la découverte d'une anomalie, ou la découverte d'une erreur. En réalité, on est dans la capacité de l'enregistrer normalement dans le cadre de la DSN jusqu'à la date de votre première DSN. C'est une certitude. Le bloc correctif va pouvoir se mettre en place correctement. Dans le calcul et la validation des droits de l'agent, ça peut être mis en place bien plus en avant, mais ça nécessitera, à mon sens, de prendre contact avec l'organisme qui en bénéficie, de façon à être sûr qu'il est capable de l'intégrer et de le mettre, puisque les deux langages, N4DS et NeoDS n'étant pas les mêmes, je suis pas sûr. Donc le premier élément, oui. Et là, je vois qu'il y a des questions en disant même question. Donc je ne l'ai pas vu, mais on va y répondre. Soit Lionel Muller, soit moi, soit même Sandrine Lemineur. Pour savoir comment ça se fait. Donc l'antériorité de l'enregistrement, sûr et certain, depuis le premier jour de la DSN, quasiment sûr et certain, sur une période intégré dans 36 mois. Au-delà de 36 mois, je pense qu'effectivement, certains éléments étant arrêtés et certains comptes étant faits, ça dépend vraiment de ce sur quoi porte la régularisation et à qui elle s'adresse surtout, avec une précision ultime, avant de laisser la parole sur la question des arrêts, avec une précision ultime. Quand une correction ou une modification porte sur plusieurs mois, vous devez faire autant de blocs correctifs que de mois concernés. C'est-à-dire que si vous apercevez après 6 mois
qu'un taux est erroné, voire qu'une situation est différente, vous pouvez le corriger dans la DSN du 7e mois. Sauf que vous devez, dans cette DSN du 7e mois, faire 6 blocs de régularisation, un pour le M-1, un pour le M-2, M-3 et ainsi de suite. Et je laisse la parole à Lionel pour répondre à la question sur l'arrêt. Sur l'arrêt maladie, quand nous en avertir, déjà, l'arrêt en lui-même, vous allez le rentrer dans votre logiciel de paye. Et une fois que vous avez rentré cette information dans votre logiciel, on vous conseille de faire tout de suite, dans la foulée, le signalement d'arrêt de travail qui correspond à cet arrêt. C'est totalement séparé de la DSN mensuelle, c'est un signalement d'événement, c'est une fois que vous en avez connaissance, une fois que vous rentrez dans votre logiciel de paye, et tout simplement, vous prenez le réflexe de le signaler et nous en aurons donc connaissance dans la foulée, dans les 48 heures suivant ce signalement, tout simplement. Et Madame Pincemin nous pose une question. Je vous en remercie parce que ça me permet de porter un élément dont on n'avait pas parlé. Pôle emploi ne reçoit pas les DSN mensuels. Pôle emploi n'a pas à connaître le détail des revenus de tous les salariés. Pôle emploi a à connaître la situation des gens qui sont en fin de contrat, voire à connaître des données marketing anonymisées sur la situation de l'emploi, sur son territoire ou autre, mais n'a pas à recevoir et ne reçoit pas les données mensuelles, le flux mensuel. Donc oui, à chaque fois qu'il y a un événement, et c'est pour ça que j'insiste autant sur le terme signalement d'événement, à chaque fois qu'un événement impacte le contrat ou le lien que vous avez avec un agent, il doit faire l'objet d'un signalement. Parce que c'est ce signalement qui marque le début de la prise en charge, le début de la connaissance, et Lionel Muller vous le disait, lui, eux, ils sont 48 heures après, ils savent réagir à un signalement d'arrêt maladie. Et ils peuvent le faire. Donc, ça veut dire que tant que le signalement, même si le médecin a correctement télétransmis l'arrêt de travail, même si le salarié vous a correctement transmis l'arrêt de travail, enfin à son employeur, pardon, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, pour que si des revenus de remplacement doivent être versés, ou si simplement ça ouvre des droits spécifiques, compléments de revenus ou autres, il est absolument indispensable que l'organisme soit averti. Et le signalement d'événement averti. Donc effectivement, dans la déclaration sociale nominative, vous avez des modules de signalement. Ce signalement, vous le faites, il est relativement simplifié. Pour l'assurance maladie, il est très simplifié. Pour Pôle emploi, il peut être très simplifié, mais en même temps, on peut avoir besoin d'éléments complémentaires. Mais vous pouvez effectivement les poster systématiquement au fil de l'eau à partir du moment où l'événement intervient, parce que je vous rappelle que le droit du travail est très précis sur le sujet. En cas de rupture de contrat de travail, l'ensemble des documents doit être remis aux salariés sans délai, c'est-à-dire normalement le dernier jour d'activité. Alors dans la réalité, on sait bien que c'est pas exactement aussi juste que ça, mais non seulement il faut rematérialiser une attestation de fin de contrat, validé par Pôle emploi avec les bons éléments, et le remettre aux salariés, mais en plus, effectivement, les soldes de tout compte et tous ces éléments-là doivent être remis aux salariés le dernier jour d'activité au moment où il part, puisque sans délai, ça veut dire qu'il n'est pas question qu'il y ait un moment. Alors, c'est la différence entre ce que dit la loi et la pratique de paye. La pratique de paye peut quelquefois légèrement différer de ce que précise la loi, mais pour des raisons pratiques et techniques. Mais en même temps, si un agence ou un salarié se retournait contre son employeur, l'employeur est sûr et certain d'avoir tort, puisque la loi précise dans les conditions dans lesquelles ça doit être fait. Donc vraiment, le signalement d'événements, mais je vous dis, c'est un petit peu dans certains services de paye ou RH, quand je parle du post-it, c'est pas par hasard. Vous avez le responsable des services des espaces verts qui vous appelle en vous disant tiens, monsieur Kuhn, ce matin il n'est pas venu, il a chopé une petite grippe, il va être absent pour 4 jours. Quand le responsable du service des espaces verts vous téléphone pour vous dire ça, alors que vous êtes en train de préparer autre chose, vous décrochez un petit post-it ou une page d'un cahier, ou je ne sais pas comment vous l'enregistrez, mais vous notez monsieur Kuhn, absent à partir d'aujourd'hui pour 7 jours, maladie. Et puis vous le mettez de côté, et puis dès que vous allez avoir un moment dans la journée, vous allez effectivement faire ce que vous faisiez jusque-là, c'est-à-dire la DSIJ que vous allez adresser
à la CPAM. Et ben, le signalement d'événement, c'est ce post-it. C'est le moment où vous avez la connaissance de l'information, donc on parle d'un délai de 5 jours à partir du moment où vous avez l'information, et où il y a rupture du revenu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas subrogation, vous devez faire ce signalement, et ben c'est ce petit post-it, et si vous avez en tête l'image du post-it, vous allez voir qu'effectivement, vous allez savoir à quel moment il faut le faire et dans quelles conditions il faut le faire. J'aime bien cette idée de post-it, effectivement, elle est très parlante. Et ça me permet de faire le lien avec la question de Marie-Christine Thaler qui parle d'historique de DSN mensuel. Oui, lorsqu'on entre dans le système DSN, avant de pouvoir faire avant de pouvoir coller ces fameux post-it, ces signalements d'arrêt de travail, il va falloir attendre qu'il y ait eu au moins 3 DSN mensuels d'arrêt de travail au risque maladie et au moins attendre 12 DSN mensuels avant de pouvoir faire un signalement de travail. Effectivement, c'est pour que en fait, le système DSN puisse recréer une attestation de salaire grâce à votre signalement, il va falloir qu'il enregistre d'abord les salaires dont il va avoir besoin pour faire ces attestations. Donc, en maladie, il faut 3 mois pour que l'attestation soit reconstituée. Et en risque professionnel, pour les accidents de travail ou les accidents de trajet ou même maladies professionnelles, il faut qu'il y ait 12 mois d'enregistré avant de pouvoir le faire. Donc, pour ceux qui sont déjà rentrés dans le système DSN, là, au mois de janvier 2021, les premiers signalements d'arrêt de travail possibles seront au mois d'avril pour la maladie et que l'année prochaine, à partir de janvier 2022, pour tout ce qui est risque professionnel. En attendant, ça va être une DSIJ, une saisie sur Net Entreprise. Alors, comme il y a eu quelques personnes qui disaient effectivement que le son était un peu assuré, je reprends ce que Lionel Muller vous disait. Bien évidemment, il faut un certain délai avant que le signalement substitue la DSIJ, que ce soit pour l'arrêt maladie simple ou que ce soit pour l'accident du travail. Et un autre petit moyen mémotechnique pour vous soutenir de combien de flux mensuels nous avons besoin avant de substituer, et bien, quand vous faisiez une DSIJ, vous recherchiez les 3 mois de salaire précédents. Et bien, ça veut dire que pour faire un signalement arrêt maladie dans la DSN, il faut qu'on ait les 3 mois de salaire précédents déjà enregistrés pour pouvoir effectivement, comme le disait Lionel, refabriquer la DSIJ. Pour l'arrêt maladie, pour l'accident du travail, bien évidemment, on a besoin de plus d'éléments, puisque aujourd'hui, quand vous faites un signalement arrêt maladie pour accident du travail, vous savez que c'est les 12 derniers mois qu'il faut remettre. Et bien donc, on a besoin d'avoir 12 mois de DSN de flux mensuel, donc d'avoir la connaissance des 12 derniers salaires de l'agent ou du salarié pour pouvoir substituer le signalement. C'est vraiment des éléments importants, ce principe de substitution. La DSN, par exemple, la DSN se substitue à la DASU dès lors que l'on a tous les éléments constitutifs de la DASU qui sont déjà enregistrés en DSN. Donc, effectivement, il faut y rentrer le 1er janvier, faire les 12 DSN des 12 mois pour ne plus faire le DASU le 13e, puisque l'ensemble des éléments a déjà été transmis. Et ben, pour le signalement arrêt de travail, il faut effectivement, pour substituer la DSIJ, il faut qu'il y ait les éléments de la DSIJ déjà dans le système. Et du coup, effectivement, ce délai, il est de 3 mois. Sachant que la question a été posée, est-ce que ça concerne que les contractuels de droit privé gérés par la CPAM? Lionel vous en dira plus, mais la réponse semble être oui. Et sachant que dans le cadre des signalements d'arrêt de travail, ils ne sont attendus, donc ils ne seront obligatoires qu'à partir du 1er janvier 2023. Mais c'est parce que les cas particuliers sont mis en place. Mais pour ce qui est de ceux pour qui vous faites une DSIJ normalement aujourd'hui à destination de la CPAM, à nouveau, même type de question. Est-ce que ça touche le revenu? Est-ce que traditionnellement ou auparavant, je faisais déjà en direction de la CPAM? Et du coup, vous pouvez en déduire que la réponse est oui. Oui, c'est parfaitement logique. Si vous faisiez une attestation de salaire sur une entreprise pour
remplacé par le signalement d'arrêt de travail sur la DSN. Par contre, Madame Moser demandait si ce qui est déclaré par le signalement d'événements n'est plus intégré dans l'envoi de la DSN mensuelle. Si, en fait, vous allez enregistrer l'absence de votre salarié et faire le signalement d'arrêt, il y aura la caisse primaire alertée de cette mais vous avez d'enregistrer cette absence DSN dans votre de paye, pardon, et votre logiciel de paye est reflété systématiquement dans la DSN mensuelle. Donc, en fait, la DSN mensuelle aura toute l'information et le signalement d'événement permet simplement de signaler l'événement à besoin. Donc, dans le cadre d'un arrêt de travail, c'est pas bon. Oui, pour ceux qui oui, je suis désolé pour le son, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on n'arrive pas à gérer, on n'arrive pas à voir comment remettre mieux, et du coup c'est en milieu de phrase que ça part, donc c'est compliqué. Ce que vous disiez, Lionel Muller, c'est que le flux mensuel transfère les informations et que le signalement indique à la CEPAM, attention, monsieur ou madame, monsieur machin ou madame truc est en arrêt maladie ou est en accident du travail. Le signalement permet de dire déclencher les revenus de substitution ou enregistrer cet élément-là. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je parlais du post-it, c'est vraiment ça. C'est le signalement, c'est vraiment indiquer à la CEPAM qui ne reçoit pas. La CEPAM ne reçoit pas les flux mensuels. La CEPAM ne reçoit pas les éléments de salaire en direct. La CEPAM reçoit, à partir du moment où le signalement a été fait, elle reçoit une DSIJ par un flux par un moyen qui est différent de la déclaration que vous faisiez. Mais ce sont ces éléments-là qui lui sont transmis dès lors que vous faites le signalement. Donc le signalement, c'est l'alerte à la CEPAM. Attention, monsieur Kuhn est malade, vous allez recevoir les éléments. Voici les éléments de salaire qui sont nécessaires au calcul des revenus de remplacement, puisque de toute façon, nous, on arrête de le payer à partir de la date de son arrêt. Donc c'est vraiment différent. Les deux éléments sont absolument indispensables et indissociables. Le transfert mensuel des données qui vont permettre d'avoir connaissance des calculs des droits et le signalement d'événements qui va sonner l'alerte et qui va dire alerte, il y a besoin d'agir, il y a besoin d'une action et surtout va dire au système DSN collecte les informations que tu connais déjà qui vont être nécessaires à la CEPAM pour lui donner parce qu'on doit automatiser l'ouverture de ces droits-là. J'espère qu'à nous deux, à deux voix, là, on vous donne les éléments qui sont de récupérer des SIJ. Alors, je vais répondre, Lionel, tu vas me compléter si je ne suis pas assez précis dans la réponse à Madame Bilger. Pour les signalements de maladie, est-ce qu'il est possible de récupérer les SIJ par subrogation? Mais la subrogation n'est pas impactée par la déclaration sociale nominative. La subrogation, pour le fait que vous soyez effectivement, que vous mainteniez le salaire et donc que vous n'assuriez pas qu'il n'y ait pas d'interruption dans les revenus de l'agent, fait que bien évidemment, à partir du moment où le signalement est fait, la CEPAM sait que vous êtes en subrogation et la CEPAM sait que c'est à vous qu'elle va rembourser les IJ de façon à ce que vous puissiez le faire. Ça ne change rien à la relation entre l'assurance maladie et vous. J'allais dire, ça ne change rien au contrat qui existe entre la protection sociale et les employeurs. C'est vraiment, voilà, ce que dit par écrit Lionel, c'est effectivement, les règles sont les mêmes. Alors, dans la petite présentation que vous a dit, effectivement, la taxe sur les salaires, c'est une évolution qui va être portée en 2022 pour la DSN. Aujourd'hui, ça n'est pas inclus dans la DSN. Même si ce sont des éléments sur les salaires. Mais aujourd'hui, beaucoup d'éléments, que ce soit dans le social ou dans le fiscal, sont transmis par la DSN, mais ce n'est pas la totalité, c'est un maximum. Donc, le spectre des déclarations substituées aujourd'hui, c'est aux environs de 40, donc on n'est pas sur la totalité, mais on approche vraiment de la totalité. Ça ne concerne pour l'instant pas les déclarations qui n'emportent pas que des notions de salaire. C'est-à-dire vous avez certaines déclarations qui ont besoin, alors peut-être pas, bien évidemment pas pour vous, mais par exemple pour les marins, il y a des notions d'affrètement et des contrats d'affrètement qui rentrent en compte dans le calcul des congés ou des cotisations des marins, c'est pas dans le salaire. Donc il a fallu adapter
la déclaration, et Sandrine Le Mineur, qui est de la caisse de congés payés du bâtiment du Grand Est, pourrait vous le dire aussi, la population spécifique ou les déclarations spécifiques, il y a des temps d'adaptation qui sont absolument nécessaires, et petit à petit, on élargit la complétude de la DSN. J'allais vous dire, on ne l'aura jamais. Si on l'aura au regard des déclarations qui existent aujourd'hui et des obligations sociales qui existent aujourd'hui. Mais rien ne nous dit que demain, par exemple, le législateur ne va pas faire évoluer les aides sociales au sein de ce qui pourrait ressembler à un revenu universel, ou alors les noms, hein, c'est très politique. Je me mouille un peu en vous les disant parce que c'est pas le cas, mais c'est un exemple que je vous cite. Si on voulait réunir toutes les prestations sociales au sein d'un même revenu qui serait versé, alors soit à l'ensemble des individus, soit à ceux qui rentrent dans certaines cases ou pas, on aura une évolution de la protection sociale et on aura une évolution du versement de ses cotisations, et, de ses droits et éventuellement de la perception des cotisations. Et donc, du coup, la DSN s'adaptera et évoluera. Mais on se rapproche. Là, aujourd'hui, il n'y a plus d'exception dans les individus sur les obligations de passer en DSN. 1er janvier 2022, tous les individus seront concernés. Par individu, il faut attendre du premier jour d'activité jusqu'au jour du décès. Tout le monde sera concerné. Et puis, petit à petit, tous les organismes qui reçoivent les données qui sont issues de la paye seront concernés, et petit à petit, toutes les déclarations qui utilisent les données de la paye seront concernées. Alors, bon, ben voilà, si Mme Bigère a eu la réponse à sa question, c'était à peu près parfait. Je pense qu'on a balayé une bonne partie des questions qui ont été posées. Je remercie mes collègues des autres organismes dont vous voyez par moment les réponses apparaître directement. Et ensuite, Sophie Caillot, qui travaille au GIP avec moi, qui a pris le temps de vous remettre beaucoup des réponses entre guillemets officielles ou techniques dans les éléments. Mais en tous les cas, je vais laisser la parole à Sandrine Le Mineur si on n'a pas de problème technique pour porter la conclusion, le mot de conclusion de cette matinée. Ah oui, pardon. Excusez-moi, Madame Elchinger. Le bilan social n'est pas un élément de la paye. Le bilan social, il est bâti par votre logiciel de paye et la DSN ne remplace pas le bilan social. Alors, tout dépend de ce que vous appelez le bilan social. On va avoir l'intégration, effectivement, différents index, l'index égalité homme-femme, le bonus-malus pour les entreprises qui ont recours au contrat court ou autres. On aura effectivement, toutes ces données qui vont s'intégrer au fur et à mesure dans la déclaration sociale nominative. On y travaille. Mais en même temps, beaucoup de choses qui nécessitaient des déclarations vont être substituées par la DSN. Ça va être dans les mois qui viennent. Il est indispensable. Et je vais répondre à Madame Chauffer-Geoffroy. Oui, vous allez avoir le récap de toutes les questions posées par écrit, et avec ça, l'envoi par mail, ça risque d'être compliqué. Aujourd'hui, vous étiez plus de 250 et on organise une vingtaine de webinaires et on est à plusieurs milliers d'interlocuteurs, mais je vous promets qu'on mettra à disposition, comme on l'a fait sur la première session. On avait une première session, on a mis à disposition sur Net Entreprise, dans la partie comités régionaux, on a mis à disposition un compte-rendu des questions qui ont été posées. On va voir nous en interne avec l'outil qui s'appelle Livestorm. On va voir s'il y a moyen de le faire en l'automatisant. Si c'est possible, je vous promets qu'on le fera parce qu'on a tout intérêt à ce que vous ayez les bonnes réponses, bien évidemment, et à ce que vous ayez les réponses surtout aux questions que vous avez posées. Ce que je peux m'engager à faire, c'est que tous ceux qui ont des questions très précises, très particulières, des cas particuliers, ou des choses dont on sait éventuellement que la réponse n'est pas présente sur Net Entreprise, dans les MOOC, dans les différents outils, sur les sites de la CNRACL ou autres, on va vous faire une réponse en direct, puisqu'on a vos adresses mail. On va intervenir auprès d'entre vous. On n'a pas la capacité humaine de gérer le paramétrage de tous vos logiciels. Ce qu'on a, c'est la possibilité de vous aider dans la conduite du changement pour vous permettre d'arriver le plus sereinement possible à la DSN.
Mais c'est vraiment, on essaye de faire au mieux. Je pense que je peux me faire le porte-parole de tous mes collègues des organismes. Il n'est pas question de vous laisser tout seul en face de ce changement. Ça a été parfaitement mis en place au niveau du régime général, donc du secteur privé. Ça va fonctionner avec vous, les travaux qu'on mène avec vos représentants, que ce soit des représentants syndicaux de salariés et que ce soit les représentants des tutelles. On travaille en commun, on essaie de se caler au mieux et il n'est pas question de vous laisser tout seul d'ici le 1er janvier 2022. On va vous donner une série de rendez-vous à venir. On aura plaisir à vous retrouver. Moi, à titre personnel, j'aurai plaisir à vous retrouver aussi dans ces présentations, mais je sais que chacun des représentants des organismes qui sont présents dans votre région seront à votre disposition pour vous accompagner. Donc Sandrine, je te laisse le mot de la fin. Merci Didier pour toutes ces précisions. Alors, c'est un petit peu ce que j'allais vous dire, hein. C'est que vous êtes là tous avec beaucoup de questions. Cette première présentation, c'était essentiellement pour vous amener vers le chemin de la DSN. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'entreprises du secteur privé sont déjà dans ce processus de DSN. Ça a demandé effectivement des formations un petit peu en amont, mais ça se passe quand même plutôt bien. Voilà, il y a beaucoup de questions, mais il faut être rassurant. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir le JPMDS qui nous épaule, nous, comité régional Alsace, pour vous accompagner et répondre à vos questions. Donc ça, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir ces autres présentations aussi qui vont se faire, sauf si je me trompe, au milieu de l'année. Et puis en fin de l'année, il y aura encore 2 autres webinaires pour plus rentrer encore dans le détail de ce qu'est la DSN. Alors, ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est que la diversité de vos populations, hein, il va falloir les recenser, il va falloir être attentif à cette population à paramétrer dans la DSN. Et puis, la qualité des données aussi, hein, ce que vous faites en paye déjà, mais vraiment bien faire attention à tout ce qui est contenu dans les comptes rendus métiers. La date à retenir, c'est le 1er janvier 2022, mais encore une fois, en amont, vous pouvez faire des espaces de test, puisque à partir de 2022, les déclarations ne seront remplacées par la DSN. Et si vous faites un passereau en même temps qu'une DSN, ça va poser problème, puisque les instances vont avoir 2 flux de données et vous allez être imposé 2 fois. Donc, vraiment, le passage à la DSN sera obligé et unique à partir de 2022. Moi, je vous remercie tous pour votre attention. Je sais que sur la feuille, on a encore quelques dates à vous proposer par rapport à ce que propose la CPAM 67 pour compléter un petit peu les informations de la DSN. Mais en tout cas, voilà, on voulait vraiment vous remercier d'avoir été aussi nombreux à répondre à cette première présentation. Et comme le disait très bien Didier, on va essayer de vous apporter le maximum de réponses à toutes vos questions. Il y avait un petit volet sondage aussi en haut, sur le côté droit de votre écran. N'hésitez pas à y répondre pour que nous, on puisse bien vous accompagner et savoir quelles sont vos préoccupations. Donc, merci à tous. Lionel, si tu veux ajouter quelque chose avant que tout le monde parte, vas-y. Simplement, si vous arrivez enfin à m'entendre clairement, nous présentons un certain nombre de modules en webinaire qui fonctionnent généralement un peu mieux au niveau son sur des différentes thématiques. Et actuellement, les principales thématiques tournent aux alentours du risque professionnel. Donc, comment sont traités les déclarations
l'accident de travail, comment sont traitées les maladies professionnelles. Nous allons un nouveau téléservice qui est la dématérialisation des courriers professionnels, etc. Donc, normalement, sur le support, vous aurez une diapo avec les dates et le moyen de s'inscrire à cette présentation-là. Donc, on vous attend nombreux. Merci à tous pour votre attention. La fin de cette présentation se termine et on vous donne rendez-vous au mois de juin pour un prochain webinaire sur la DSN. Merci bien. Merci, bonne journée. Bonne journée.